Tout commença comme une simple audience dans le centre historique de Tyler, Texas. Maribel Estrada, mère de 3 enfants âgés de 41 ans, devait assister à une audience concernant une pension alimentaire avec son fils aîné, David Jr. Calme et réservée, Maribel travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses enfants après son divorce en 2004. Elle ne montrait aucun signe de peur ce matin-là. Mais alors qu'elle montait les marches du tribunal avec son fils, un cauchemar se déroula en plein jour. David Hernandez Arroyo Sr., l'ex-mari de Maribel, était arrivé plus tôt au tribunal. En colère à propos du différend sur la pension alimentaire, il s'était garé à proximité et attendait en embuscade. Vêtu d'un gilet pare-balles et d'un gilet militaire et armé d'un fusil semi-automatique chinois de type AK-47, type 56S, il attendit que Maribel et leur fils de 23 ans approchent de l'entrée arrière du tribunal. Sans prévenir, il ouvrit le feu. Maribel fut tuée instantanément d'une balle dans la tête. David Jr., tentant de protéger sa mère et de calmer la situation, comme il l'avait fait à plusieurs reprises, fut touché à la jambe. Sa tentative d'apaiser une situation déjà critique se termina en tragédie. Alors que tous deux s'effondraient au sol, le chaos éclata. Les adjoints et officiers présents au tribunal intervinrent immédiatement, mais furent d'abord dépassés par la puissance de feu. À proximité, Mark Alan Wilson, 52 ans, ancien instructeur d'armes à feu et passionné d'armes, se trouvait dans son appartement lorsque les coups de feu éclatèrent. Depuis sa fenêtre, il vit l'attaque se dérouler. Sans hésitation, il prit son pistolet Colt calibre 45 et courut sur les lieux. Wilson vit Arroyo viser son fils blessé et saisit l'opportunité d'agir. À environ 15 mètres, il tira et atteignit Arroyo dans le dos, le faisant vaciller. Bien que la balle n'ait pas pénétré son gilet pare-balles, cette distraction permit peut-être de sauver la vie de David Jr. Dans la fusillade qui suivit, Wilson fut finalement touché et tomba derrière le camion d'Arroyo. Arroyo s'approcha de lui et en plein regard des témoins, tira 3 fois de près, tuant Wilson. Les témoins furent horrifiés par cette exécution de style militaire. Lorsque les renforts de police arrivèrent, Arroyo prit la fuite dans son camion. La poursuite à grande vitesse qui s'ensuivit impliqua plusieurs officiers du Tyler Police Department et du Smith County Sheriff's Office. Arroyo continua de tirer sur les policiers depuis sa vitre arrière. Parmi les blessés, lors de l'attaque initiale, se trouvait l'adjoint Sherman Dollison, touché 5 fois, subissant des blessures graves au foie, aux poumons et aux jambes. 2 autres officiers, le lieutenant Marlin Sewell et le détective Clay Paré, furent légèrement blessés. La poursuite se termina sur la Highway 271 Nord. L'adjoint John Smith, tentant d'arrêter Arroyo, utilisa son véhicule de patrouille pour percuter le camion. Arroyo sortit de son véhicule et tenta de tirer à nouveau, mais le sergent Rusty Jacks, entraîné comme tireur d'élite, saisit l'occasion pour mettre fin à la confrontation. Tirant 5 balles avec son fusil AR-15, Jacks atteignit Arroyo à l'arrière de la tête, le tuant sur le coup. Au total, 3 personnes perdirent la vie ce jour-là. Maribel Estrada, Mark Wilson et l'auteur des faits, David Arroyo Sr., 4 autres furent blessés. L'incident, capturé en vidéo et largement rapporté, déclencha des discussions nationales sur la sécurité des tribunaux, la réponse aux tireurs actifs et les dangers des conflits familiaux pouvant dégénérer en tragédie publique. Mark Wilson fut largement honoré pour son courage. La Chambre des représentants du Texas adopta une résolution reconnaissant ses actions et ses efforts furent crédités d'avoir empêché un bilan encore plus lourd. Des funérailles et une cérémonie commémorative publique furent organisées en sa mémoire. Et de nombreux habitants de Tyler se souvenaient de lui comme d'un homme généreux. Pour ceux qui survécurent, les conséquences furent durables. L'adjoint Dollison, bien qu'il se soit rétabli, eut besoin d'une transplantation rénale des années plus tard. David Jr., dont la tentative de réconciliation de ses parents s'était terminée en tragédie, continua à vivre avec le traumatisme de cette journée. Le tribunal du comté de Smith ferma finalement son entrée au public et renforça la puissance de feu des forces de l'ordre pour éviter que des officiers ne soient dépassés par un tireur à l'avenir. En 2024, le tribunal fut démoli. Bien que la ville soit prête à reconstruire, les cicatrices de ce matin de février restent. Pour ceux qui étaient présents, les sons des coups de feu et les images de la perte demeurent difficiles à oublier. Le 8 novembre 2019, à Hampton, dans le Connecticut, Melanie Coleman, une gymnaste de 20 ans de la Southern Connecticut State University, s'entraînait au New Era Gymnastics Facility. Elle était très expérimentée aux barres asymétriques, une discipline qu'elle pratiquait depuis des années. Mais lors de ce qui aurait dû être une séance normale, quelque chose d'inattendu s'est produit. Melanie a glissé et est tombée. La chute a causé une grave blessure à la colonne vertébrale. Melanie avait consacré toute sa vie à la gymnastique. Elle était reconnue pour son talent, sa discipline et sa personnalité bienveillante. Non seulement athlète, elle était également étudiante en soins infirmiers, suivant la même voie que ses 2 sœurs aînées. Plus tôt cette année-là, elle avait été nommée Scholastic All-American par la Women's Collegiate Gymnastics Association, une récompense qui saluait à la fois ses efforts athlétiques et académiques. Son entraîneur, Thomas Alberti, travaillait avec elle depuis près de 10 ans. Il a été l'un des premiers à la rejoindre après la chute.
D'autres personnes présentes au gymnase ont rapidement apporté leur aide, prodiguant les premiers soins d'urgence en attendant l'arrivée des ambulanciers. Mélanie a été transportée d'urgence à l'hôpital Yale New Haven où les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais les blessures étaient trop graves. Le 10 novembre, 2 jours plus tard seulement, Mélanie est décédée. Sa mort a choqué tout le monde, sa famille, ses amis, ses coéquipiers et la communauté gymnique dans son ensemble. Les accidents de ce type sont extrêmement rares dans ce sport, surtout pour une gymnaste aussi douée que Mélanie. Elle n'était pas seulement connue pour son talent, elle était admirée pour son soutien et sa gentillesse. Elle se portait volontaire pour enseigner à de jeunes gymnastes, aidant des enfants de 2 à 15 ans au New Era Gymnastics. Beaucoup d'entre eux la considéraient comme un modèle. Mélanie a grandi à Milford, dans le Connecticut. La gymnastique faisait partie intégrante de sa vie de famille. Sa mère et ses sœurs avaient également pratiqué la compétition, et l'une de ses sœurs avait même été sa coéquipière à Southern Connecticut. La famille Coleman était très unie et Mélanie était considérée comme le cœur de ce lien. Sa mère, Suzanne, a déclaré dans une interview « Nous avons passé chaque jour ensemble au cours des 20 dernières années. Nous allons laisser un espace vide dans nos photos pour elle. » Son accident a été qualifié d'accident bizarre par ceux qui la connaissaient. Il n'était pas dû à la négligence, à un équipement défectueux ou à des conditions dangereuses. Le gymnase où cela s'est produit avait toujours été considéré comme sûr et digne de confiance. Même l'entraîneur Alberti a dit qu'il ne comprenait pas comment un événement aussi tragique pouvait se produire lors d'un entraînement normal. Il se souvenait d'elle comme d'une leader naturelle et d'une personne qui aidait les autres sans chercher de reconnaissance. Il a ajouté qu'elle ne se souciait pas de gagner ou des scores, mais qu'elle voulait que tout le monde réussisse, pas seulement elle-même. L'ancien entraîneur, Jerry Nelson, a également parlé d'elle, la qualifiant de véritable esprit d'équipe et d'un plaisir à entraîner. Mélanie s'était toujours distinguée, non seulement par ses compétences, mais aussi par son caractère fort. Au lycée Jonathan Law, elle a obtenu des distinctions à l'échelle de l'État, a été capitaine d'équipe et a été nommée meilleure joueuse. Elle avait même participé au programme des Jeux olympiques juniors des États-Unis. À l'université, elle a continué à gagner reconnaissance et respect. Après son décès, la communauté s'est mobilisée pour apporter son soutien. Une campagne GoFundMe a permis de recueillir plus de 65 000 $ en quelques jours seulement pour aider la famille Coleman à faire face aux dépenses. La famille de Mélanie a ensuite fait savoir qu'elle avait choisi de devenir donneuse d'organes. Grâce à cette décision, elle a contribué à offrir une seconde chance de vivre à d'autres personnes. Le directeur sportif de Southern Connecticut, Jay Moran, a déclaré « Mélanie était une étudiante brillante, une excellente athlète et un membre aimé de notre communauté. Sa perte a été dévastatrice. » Dans la nuit du 20 octobre 2004, le triomphe et la joie envahissaient les rues de Boston après la remontée spectaculaire des Red Sox contre les New York Yankees qui leur assuraient leur première participation aux séries mondiales en près de 20 ans. Parmi les milliers de personnes célébrant près de Fenway Park se trouvait Victoria Snellgrove, une étudiante en journalisme de 21 ans à l'Emerson College. Ce qui avait commencé comme une nuit de joie partagée s'est terminé par une perte irréparable lorsqu'une tactique de contrôle des foules utilisée par la police lui a coûté la vie d'une manière qui a stupéfié la ville et la nation au fur et à mesure que les événements se déroulait. Victoria était une étudiante brillante et prometteuse, connue de sa famille et de ses amis comme compatissante, déterminée et pleine de vie. Originaire d'East Bridgewater, dans le Massachusetts, elle avait été transférée à Emerson depuis le Fitchburg State College. Elle n'était qu'à quelques jours de son 22e anniversaire et était sortie ce soir-là simplement pour faire partie d'un moment historique pour ses bien-aimés Red Sox. Alors que la police de Boston répondait à des foules de plus en plus agitées, des mesures de contrôle anti-émeute ont été déployées près de Fenway Park. Vers 1h30 du matin, le 21 octobre, l'officier Rochefort Million a tiré un lanceur non létal FN 303 dans la foule. L'arme, destinée à disperser les foules avec des projectiles à force contondante et au gaz poivre, visait quelqu'un d'autre mais a frappé Victoria à l'œil. Le projectile a fracturé un os derrière son œil, s'est divisé en 9 morceaux et a causé un traumatisme crânien catastrophique. Des images de surveillance et des vidéos de témoins oculaires ont montré Victoria s'effondrer, saignant abondamment tandis que les passants appelaient à l'aide. Bien que le Brigham and Women's Hospital se trouve à moins d'1 kilomètre, la densité de la foule a retardé l'accès des secours. Victoria a été transportée à l'hôpital, mais les blessures se sont avérée fatale. Elle est décédée à 12h50, moins de 12 heures après avoir été touchée. Sa mort a été filmée, largement partagée et est rapidement devenue le centre de l'attention publique et des gros titres nationaux. La commissaire Kathleen O'Toole a mis l'officier Million en congé payé et a publiquement accepté l'entière responsabilité de ce qui s'était produit, qualifiant cela de tragédie dévastatrice. Bien qu'elle ait souligné que l'arme utilisée était destinée à réduire les issues fatales, la réalité était que son impact sur Victoria était tout sauf non létal. La foule où elle se tenait était décrite comme généralement pacifique, et les images ont confirmé
qu'elle ne participait à aucun comportement violent. Sa présence cette nuit-là était entièrement légale. Une passante prise dans un échec catastrophique de jugement et de tactique de contrôle des foules. Le 2 mai 2005, Boston a conclu un règlement de 5,1 millions de dollars pour mort injustifiée avec la famille de Victoria, le plus important de son histoire. Les Snellgrove ont également intenté un procès de 10 millions de dollars contre FN Herstal, le fabricant belge de l'arme. L'affaire a été réglée à l'amiable en juin 2006 pour un montant non divulgué. Une enquête menée par l'ancien procureur américain Donald K. Stern a émis 12 recommandations pour la réforme de la police de Boston, y compris une formation améliorée et des protocoles plus stricts sur l'usage de la force. Aucune accusation criminelle n'a été portée contre les officiers impliqués, mais la commissaire O'Toole a pris des mesures disciplinaires. Million a été suspendu pendant 45 jours sans salaire et le chef de la police en service cette nuit-là a été rétrogradé. Le département a retiré et détruit tous les lanceurs FN 303 d'ici 2007, ne les déployant plus jamais. Les parents de Victoria, Rick et Diane Snellgrove ont transformé leur chagrin en un objectif. Ils ont créé le fonds commémoratif Victoria Snellgrove, qui soutient des bourses d'études à l'East Bridgewater High School et à l'Emerson College. Le fonds a également aidé à construire plusieurs terrains de jeu à travers le Massachusetts, y compris un à l'ancienne école primaire de Victoria. Son héritage perdure dans ses actes de générosité, reflétant son esprit de gentillesse et de souci des autres. Au cours des années qui ont suivi, la police de Boston a adopté des approches plus douces de gestion des foules, s'engageant pacifiquement avec les foules en fête et évitant l'utilisation d'équipements anti-émeutes et de tactiques de dispersion agressive. Leur fille, pleine de promesses et de compassion, est morte dans un incident qui n'aurait jamais dû se produire. Sa mort a changé la façon dont Boston gère les célébrations publiques, mais elle a aussi laissé un vide incommensurable dans le cœur de ceux qui l'aimaient. C'était tôt le matin du 5 novembre 1989 dans le quartier tranquille de Marston Hills à San Diego, en Californie. À l'intérieur d'une grande maison au 1041 Cypress Avenue, Dan Brick, un avocat à succès, et sa nouvelle femme, Linda Coconut, dormaient. Ils n'étaient mariés que depuis 7 mois. La maison était censée être un nouveau départ. Mais ce matin-là, tout a pris fin. Debout dans leur chambre se tenait l'ex-femme de Dan, Betty Brick. Dans sa main se trouvait un revolver. Sans rien dire, elle a tiré 5 fois. Linda a été touchée à la tête et à la poitrine et est décédée immédiatement. Dan a été touché à la poitrine. Alors qu'il essayait d'appeler à l'aide, Betty a arraché le cordon du téléphone du mur et est sortie. Betty a affirmé plus tard qu'elle n'avait pas l'intention de leur faire du mal. Elle a dit qu'elle voulait seulement leur montrer à quel point elle souffrait, mais ses actions ont fait 2 morts et elle est devenue l'un des noms les plus évoqués dans l'histoire juridique de la Californie. Betty Brick est née Elizabeth Ann Basiglia le 7 novembre 1947 à Brooklyn, New York. Élevée dans une famille catholique stricte, on lui a appris à être une bonne épouse et une bonne mère. Elle a rencontré Dan à 17 ans lors d'un match de football à Pittsburgh. Il était intelligent et ambitieux. Ils se sont mariés en 1969 et Betty a exercé différents emplois pour aider Dan à traverser l'école de médecine à Cornell et l'école de droit à Harvard. Après l'obtention de son diplôme, ils ont déménagé à La Jolla, en Californie. Dan a construit une carrière d'avocat très bien rémunérée. Leur style de vie a changé rapidement. Voiture de luxe, manoir, club privé. Ils ont eu 4 enfants, mais à la maison, Betty s'occupait seule de l'éducation, tandis que Dan se concentrait sur le travail. En 1983, Dan a embauché une jeune réceptionniste nommée Linda Kenna. Elle n'avait pas de diplôme universitaire et peu d'expérience professionnelle. Betty a commencé à soupçonner que quelque chose se passait. Le jour de l'anniversaire de Dan, elle a trouvé des signes de fête à son bureau. Mais il était sorti avec Linda. En colère, elle est rentrée chez elle et a brûlé ses vêtements. Dan a nié que quelque chose se passait, mais en 1985, il a demandé le divorce et a admis plus tard qu'il avait des sentiments pour Linda. Betty s'est sentie abandonnée. Elle avait aidé Dan à construire sa carrière et maintenant, il commençait une nouvelle vie sans elle. La situation a empiré. Betty a laissé des messages vocaux de colère, a sali de la nourriture chez lui, a tagué des pièces à la bombe de peinture et a un jour percuté sa maison avec sa voiture. Dan a obtenu des ordonnances restrictives et la garde complète de leurs enfants. Betty a été brièvement placée sous surveillance psychiatrique après un incident. Elle a déclaré qu'on la poussait hors de la vie qu'elle avait aidé à construire. Leur divorce a été prononcé en 1986. Dan a gardé la maison et les enfants. Betty a reçu une pension mensuelle, mais a déclaré que ce n'était pas suffisant. Dans une interview, elle a dit « Il a pris ma maison, mes enfants, mon argent. S'il m'avait frappé, j'aurais pu montrer aux gens ce qu'il a fait. » En avril 1989, Dan a épousé Linda. Des amis ont dit que le couple parlait rarement de Betty, mais Linda avait peur. Elle a même demandé à Dan de porter un gilet de protection au mariage. Il ne l'a pas fait. Un mois avant leur mariage, Betty a acheté un revolver Smith & Wesson. Le 5 novembre, vers 5h30 du matin, elle a utilisé une clé qu'elle avait secrètement prise à sa fille et est entrée dans la maison de Dan. Elle est montée à l'étage dans la chambre. Linda s'est réveillée et a crié « Appelez la police !» Betty a appuyé sur la gâchette. Linda est décédée immédiatement. Dan était toujours en vie après avoir été touché. Mais lorsqu'il a voulu prendre le téléphone, Betty a arraché le cordon du mur. Elle a ensuite appelé sa fille et s'est rendue. Elle a tout avoué.
mais a dit qu'elle ne l'avait pas planifié. Elle a dit que le cri de Linda l'avait effrayée. Lors de son procès en 1990, les procureurs ont soutenu que Betty avait planifié son acte. Ils ont utilisé un appel téléphonique où elle avait dit « J'aimerais qu'il meure ». Ils ont déclaré qu'elle avait enlevé le téléphone exprès pour empêcher Dan d'appeler à l'aide. Betty a été reconnue coupable et condamnée à 32 ans de prison à perpétuité. Certains pensent qu'elle a été poussée à bout. D'autres disent qu'elle a laissé ses émotions aller trop loin. Son histoire a attiré l'attention nationale. Elle a été transformée en livre, en émission de télévision et en une série Netflix, Dirty John, The Betty Broderick Story. Maintenant, âgée de 70 ans, Betty est toujours en prison en Californie. Sa libération conditionnelle lui a été refusée 2 fois et elle pourra la redemander en 2032. Ses enfants restent divisés. Certains pensent qu'elle mérite d'être libérée. D'autres pensent qu'elle n'a pas accepté ce qu'elle a fait. Dan et Linda Brick sont enterrés ensemble à San Diego. Leur histoire reste l'un des cas les plus connus de détresse émotionnelle et de perte. Nous sommes dans la nuit du 3 mai 2024 à Fredericksburg, en Virginie. Michael Alan Bosworth Jr., 18 ans, et 2 de ses amis tournaient une vidéo pour TikTok. Comme beaucoup d'adolescents, ils participaient à un défi appelé Ding Dong Ditch, qui consiste à sonner à une porte ou frapper à la porte puis à s'enfuir avant que le propriétaire n'ouvre. Ils avaient déjà frappé à plusieurs maisons et cherchaient simplement du contenu à poster. Michael était en terminale au lycée Massaponax. Il pratiquait le football américain, la crosse et la lutte. Très apprécié, il était connu pour son caractère avenant et sociable. Plus tard dans la nuit, il devait aller au bal de promo avec sa petite amie depuis 3 ans, mais il n'y est jamais arrivé. Vers 3 heures du matin, les garçons se sont approchés d'une maison sur Mackenzie Lane, propriété de Tyler Chase Butler, 27 ans. Michael a sonné. Le but était un simple prank. Mais Butler n'a pas vu les choses de la même manière. Convaincu qu'on tentait de pénétrer chez lui, il a pris une arme à feu et, sans vérifier qui se trouvait derrière la porte, ni donner d'avertissement, a tiré alors que les adolescents prenaient la fuite. Michael a été touché au torse. L'un de ses amis a reçu un éclat, le 3e n'a pas été blessé. Les adjoints du bureau du shérif du comté de Spotsylvania ont été appelés après un signalement de tentative d'effraction et de coup de feu. À leur arrivée, Michael était dans un état critique. Transporté à l'hôpital, il est mort peu après son admission. C'était quelques heures avant son bal de promo. Au début, l'affaire a été considérée comme une éventuelle intrusion. Butler a expliqué aux policiers qu'il croyait des cambrioleurs chez lui. Mais après avoir interrogé les 2 adolescents survivants et examiné les vidéos sur leur téléphone, les enquêteurs ont compris la vérité. L'un des jeunes a déclaré qu'il ne cherchait pas à entrer, mais à faire une farce. Ils avaient déjà filmé plusieurs Ding Dong Ditch plus tôt dans la soirée et s'enfuyaient quand Butler a ouvert le feu. Les enquêteurs ont confirmé qu'une vidéo du prank figurait sur le téléphone de l'un d'eux, établissant clairement qu'il ne voulait pas pénétrer dans la maison. Le 6 mai, le bureau du shérif du comté de Spotsylvania a arrêté Tyler Butler. Il a été inculpé d'homicide au 2e degré, de coups et blessures de volontaires et de 2 chefs d'utilisation d'une arme à feu lors d'un crime. Il a été incarcéré à la prison régionale de Rappahannock sans possibilité de libération sous caution. La fusillade a profondément marqué la communauté. Ce soir-là, Malinda Garcia, la petite amie de Michael, est quand même allée au bal portant son nœud papillon à son poignet. Sur Instagram, elle a publié des photos et confié combien il lui manquait, écrivant qu'il ne méritait pas un tel sort. Quelques jours plus tard, des élèves se sont réunis sur le terrain de sport du lycée et ont lâché des ballons noirs et bleus en sa mémoire. L'école a annoncé que des conseillers seraient disponibles pour les élèves en détresse. Le bal a eu lieu, mais l'atmosphère n'était plus la même. Michael laisse derrière lui sa mère, Rebecca Webb, son beau-père Joshua, son père Michael Bosworth Sr., sa sœur Isabelle et ses frères Jason et Liam. Sa famille le décrivait comme un garçon joyeux et plein d'avenir. Une page nécrologique locale a été inondée de messages d'amis. Il devait obtenir son diplôme le 13 mai. À la place, ses camarades ont traversé la Seine sans lui. Une cérémonie en son honneur a eu lieu le 21 mai après un service religieux dans une chapelle voisine. Cet événement a fait la une des médias nationaux, soulevant la question de l'usage des armes à feu et de la façon dont une simple plaisanterie peut basculer dans l'irréversible. Les enquêteurs ont confirmé que les adolescents fuyaient lorsque les tirs ont été tirés et qu'il n'y avait aucune tentative d'effraction de leur part. Un cas similaire s'est produit en Californie en 2020 lorsqu'un autre prank s'est terminé par un accident de voiture ayant coûté la vie à 3 adolescents. L'homme impliqué a été condamné à la prison à vie.
Michael Bosworth Jr. devait aller au bal. Il devait être diplômé, mais une seule nuit a tout bouleversé. Il avait 18 ans. Le 9 février 2024, à Kansas City, dans le Missouri, Maria Thomas, une mère de 26 ans, vivait ce qui semblait être une journée ordinaire. C'était le lendemain de son anniversaire et elle passait du temps avec sa fille d'1 mois, Zariah Mae. Zariah, décrite par ses proches comme toujours joyeuse et pleine de vie, était la fierté de Maria. Mais avant la fin de la journée, leur existence allait être brisée de la manière la plus inimaginable. Vers 13h30, le service de police de Kansas City a reçu un appel d'urgence signalant un nourrisson ne respirant plus. Les agents se sont précipités dans le quartier de Manheim Park où ils ont découvert une scène qui a choqué même les intervenants les plus aguerris. Zariah était sans vie, installée dans son siège auto juste à l'entrée de la maison. Son petit corps portait de graves brûlures, ses vêtements s'étaient fusionnés à sa couche. L'odeur de la fumée flottait encore et une couverture carbonisée se trouvait à proximité. Les pompiers, arrivés peu après, ont déclaré l'enfant décédé sur place. Au cours de l'enquête, Maria a admis qu'elle avait eu l'intention de coucher sa fille dans son berceau pour une sieste, mais qu'elle l'avait mise par erreur dans le four. Elle avait confondu les deux espaces. Des amis proches de Maria ont ensuite livré leur témoignage sur ces difficultés. Celle-ci souffrait de troubles mentaux depuis longtemps et avait interrompu son traitement médicamenteux pendant sa grossesse. Après l'accouchement, son état s'était aggravé. Si elle partageait sur les réseaux sociaux l'image d'une mère dévouée, en privé elle confiait ressentir isolement et abandon. Elle publiait fréquemment des messages exprimant son sentiment de ne pas exister aux yeux des autres malgré la présence de son nouveau-né. Ses émotions négatives se sont intensifiées avec le temps, alimentant son mal-être. Le jour tragique, Maria avait appelé son père en urgence, lui disant que quelque chose n'allait pas avec Zariah et lui demandant de rentrer au plus vite. À son arrivée, il a senti la fumée dès l'entrée. À l'intérieur, il a découvert sa petite fille brûlée. Maria lui aurait alors confié « Je croyais l'avoir mise dans son berceau, mais je l'ai mise dans le four par accident. » Comment expliquer qu'une mère puisse confondre un berceau et un four ? L'idée était impensable, pourtant c'était l'atroce réalité. Les autorités ont rapidement arrêté Maria, l'inculpant de mise en danger d'enfants au premier degré, délit passible de la prison à vie aux États-Unis. L'incident a déclenché un vaste débat sur la santé mentale et les difficultés auxquelles les nouvelles mères sont confrontées. Maria exprimait partout son amour pour sa fille, la qualifiant de princesse. Mais derrière ces déclarations, son combat intérieur en disait long sur la détresse qui la rongeait. Un ami proche, souhaitant rester anonyme, a précisé que Maria manifestait parfois un comportement juvénile malgré son âge adulte. Selon lui, elle aimait profondément Zariah, mais ses troubles psychiques brouillaient son jugement. Il a aussi expliqué que Maria se sentait négligée. Toute l'attention se focalisait sur le bébé, la laissant invisible et délaissée. Ces sentiments de frustration et d'impuissance ont culminé le jour du drame. Le 9 février, les actions de Maria semblent être l'aboutissement tragique de cette détresse mentale combinée à un épuisement psychologique. Cet événement n'a pas seulement coûté la vie de Zariah, il a mis en lumière l'ampleur des troubles mentaux non traités et la pression parfois écrasante de la maternité. Maria est maintenant en attente de son procès, prévu pour 2025. La perte de Zariah est irréversible et la douleur de sa famille, en particulier celle de son grand-père, est incommensurable. La communauté, quant à elle, reste hantée par des questions sans réponse. Cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Maria aurait-elle dû bénéficier d'un soutien plus adapté avant qu'il ne soit trop tard? En attendant l'issue judiciaire, il ne reste que le souvenir de l'erreur fatale d'une mère et la disparition d'une vie précieuse. Le matin du 29 novembre 2017, les couloirs du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPI-WAR, à La Haye, étaient remplis d'une attente silencieuse. Parmi les 6 accusés croates bosniaques présents pour les jugements en appel figurait Slobodan Praljak, 72 ans, ancien général de guerre, ingénieur et directeur de théâtre. Des années de procédures internationales touchaient à leur fin. Ce qui suivit plongea la salle d'audience dans le choc, assombrissant le dernier jour du tribunal et soulevant des questions troublantes restées sans réponse. Praljak s'était volontairement rendu au TPI-WI en 2004 et avait passé plus d'une décennie en détention. En 2013, il avait été condamné pour crimes de guerre commis pendant la guerre croate-bosniaque entre 1992 et 1994. Le tribunal l'avait reconnu coupable de ne pas avoir empêché ni puni les traitements brutaux infligés aux civils bosniaques par les troupes sous son commandement. Les accusations comprenaient des crimes contre l'humanité, la persécution, la destruction de biens et la mise en danger du personnel international. Sa responsabilité dans des événements comme la destruction
construction du vieux pont de Mostar et l'exploitation du camp de Dretelj, où des détenus étaient maltraités et parfois tués, constituaient le cœur du dossier de l'accusation. Malgré ces conclusions, Praljak a constamment nié sa responsabilité pénale. Il avait quitté ses fonctions militaires avant certaines des destructions les plus graves et soutenait que d'autres étaient responsables. Néanmoins, le 29 novembre 2017, la chambre d'appel du TPIA confirma sa peine de 20 ans de prison. À ce moment-là, Praljak se leva, déclara qu'il rejetait le verdict et porta un petit flacon à ses lèvres. Il en but le contenu sous les yeux des juges et de la salle d'audience. Quelques secondes plus tard, il annonça avoir ingéré du poison. La scène devint chaotique. La juge présidente Carmel Agius suspendit l'audience tandis que la sécurité intervenait en urgence. Le personnel médical fut appelé, les rideaux tirés et la salle d'audience scellée. Praljak fut transporté en urgence dans un hôpital proche à La Haye, mais les tentatives pour le sauver échouèrent. Il fut déclaré mort peu après son arrivée. Une autopsie confirma par la suite qu'il avait ingéré du cyanure de potassium, provoquant une insuffisance cardiaque aiguë. La salle d'audience fut déclarée scène de crime. Les autorités néerlandaises ouvrirent immédiatement une enquête pour déterminer comment un détenu à haut risque avait pu obtenir et introduire du poison dans un tribunal international fortement sécurisé. Bien que les procédures de sécurité au TPI comprenaient des contrôles des objets et des inspections visuelles, l'analyse chimique n'était pas systématique. Certains experts suggérèrent que le poison avait pu être déguisé en médicament ou introduit sans être détecté lors de visites supervisées. L'unité de détention du tribunal permettait une circulation relativement libre des détenus pendant la journée et offrait des visites conjugales et personnelles, ouvrant plusieurs voies possibles pour l'introduction de la substance. L'incident survint lors des derniers jours de fonctionnement du TPI Oui. Il jeta une ombre sur les derniers moments du tribunal et fit la une des journaux internationaux. Diffusé en direct, l'acte défiant de Praljak fut suivi en temps réel dans les Balkans, où les réactions furent très divisées. Si beaucoup condamnèrent ses actions pendant la guerre, d'autres, notamment en Croatie, le saluèrent comme figure nationale. Une cérémonie commémorative publique à Zagreb rassembla plus de 2000 personnes, dont des responsables politiques et des membres du parti au pouvoir en Croatie. Des hommages, bougies et fleurs apparurent dans les villes de Croatie et de Bosnie. Le premier ministre croate Andrej Plenković exprima ses condoléances et critiqua le verdict comme une injustice morale, tandis que le TPI et ses partisans soulignèrent l'importance de maintenir la responsabilité pour les atrocités de guerre. La mort de Praljak mit en lumière les profondes divisions persistantes autour de l'héritage de la guerre de Bosnie et révéla le poids émotionnel de la réconciliation et de la justice. Le 26 juillet 1994, à Kansas City, dans le Missouri, Christina Christie, Renée Henrich, une ancienne gymnaste nationale américaine de 22 ans, est décédée après une longue lutte contre de graves problèmes de santé liés à des troubles alimentaires. Son corps était devenu trop faible pour se rétablir et elle est morte d'une défaillance multiviscérale. Autrefois l'une des meilleures gymnastes du pays, l'histoire de Christie allait exposer la pression dangereuse exercée sur les jeunes athlètes, en particulier les gymnastes féminines. Née le 18 juillet 1972, Christie a été reconnue très tôt pour son talent et son dévouement. Mesurant seulement 1,47 m, elle était petite mais puissante. Elle a commencé à concourir au niveau national à l'âge de 14 ans. En 1986, elle a obtenu une place dans l'équipe nationale de gymnastique des États-Unis après avoir terminé 5e dans la catégorie junior aux championnats nationaux américains. En 1989, elle était l'une des gymnastes les plus prometteuses du pays. Cette année-là, elle a participé aux championnats du monde à Stuttgart, en Allemagne, où l'équipe américaine a terminé 4e. Christie a failli remporter une médaille aux barres asymétriques, mais malgré ses bonnes performances, la pression pour avoir une certaine apparence la touchait déjà. Dans la gymnastique d'élite, être petite et mince est souvent considéré comme aussi important que d'être talentueux. Christie ne correspondait pas au moule habituel du corps idéal du sport. Le moment le plus dommageable est survenu au championnat du monde de 1988 à Budapest, en Hongrie. Un juge a dit à Christie qu'elle devait perdre du poids si elle voulait faire partie de l'équipe olympique. À ce moment-là, elle pesait environ 43 kg, déjà très léger. Ce commentaire l'a profondément affectée, entraînant des années de comportements malsains liés à son poids et à son image corporelle. Christie a commencé des régimes extrêmes, développant finalement des habitudes nuisibles qui ont affecté son corps et son esprit. Son poids a commencé à chuter rapidement, elle s'est poussée plus fort pour concourir. Sa santé déclinait, même si ce n'était pas évident pour tout le monde au début. Son entraîneur de longue date, Al Fong, qui avait auparavant entraîné la gymnaste Julissa Gomez, a remarqué ce qui se passait. En 1989, il a confronté Christie à propos de ses habitudes alimentaires dangereuses et l'a averti des risques. Il a organisé une rencontre avec des médecins et des nutritionnistes dans l'espoir de l'aider à se rétablir. Mais Christie, submergée par la pression de répondre à des normes impossibles, a refusé l'aide. Son poids est finalement tombé à seulement 21 kg. En 1990, elle a cessé de concourir et a quitté la gymnastique d'élite en janvier
janvier suivant. Son corps ne pouvait plus supporter les exigences du sport. Malgré ses problèmes de santé, elle est restée déterminée et a rêvé de revenir à la compétition. Au cours des années suivantes, Christy a consulté de nombreux médecins, a été hospitalisée plusieurs fois et a reçu des soins psychiatriques, mais rien ne semblait fonctionner. En 1994, son état s'était aggravé. Elle a été admise au Research Medical Center de Kansas City, pesant seulement 21 kg. Ses organes avaient commencé à lâcher. Elle a passé plus de 2 semaines à l'hôpital, entourée de sa famille, de son fiancé et de ses amis. Le 26 juillet, 8 jours seulement après son 22e anniversaire, Christy est décédée. Sa mort a choqué le monde de la gymnastique et a conduit à des changements dans la façon dont le sport abordait la santé. Des programmes ont été lancés pour éduquer les athlètes sur la nutrition, la santé mentale et l'image corporelle. Même les chaînes de télévision comme NBC et ABC ont cessé de mentionner le poids des gymnastes lors des retransmissions. L'histoire de Christy a suscité de sérieuses conversations sur les exigences irréalistes imposées aux athlètes. Bien que ces changements ne puissent pas la ramener, ils ont contribué à créer un environnement plus sûr pour les futurs gymnastes. Christy Heinrich était une athlète douée avec un avenir prometteur. Sa vie s'est terminée bien trop tôt, mais son histoire a eu un impact durable. Aujourd'hui encore, son héritage continue de pousser à de meilleurs soins, une meilleure sensibilisation et un meilleur soutien pour les athlètes dans tous les sports. Par une douce soirée de 2024, un parachutiste britannique de 33 ans, Natty Odinson, a grimpé sur le toit d'un immeuble de 29 étages à Pattaya, en Thaïlande. Amateur de sensations fortes avec une forte audience en ligne, Natty n'était pas étranger aux cascades à haut risque. Il avait déjà documenté de nombreux sauts, dont un quelques jours plus tôt depuis un bâtiment beaucoup plus bas. Mais cette fois-ci, alors qu'il se tenait sur la corniche avec une caméra qui enregistrait et un ami qui filmait à proximité, ce qui aurait dû être un autre exploit audacieux, s'est terminé par un accident fatal horrible, capturé en temps réel. Né à Cambridge et résidant plus tard à St. Neots, Natty était devenu une figure aguerrie dans le monde des sports extrêmes. Avec environ 5000 sauts effectués dans le monde, il était largement considéré comme un expert. Il travaillait également à Pattaya dans une école de parachutisme, emmenant des clients en tandem et gérant une entreprise de photographie aérienne. Ses réseaux sociaux mettaient en valeur son amour pour ce sport. Ses amis et ses abonnés admiraient ses compétences et son approche intrépide de la vie, laissant fréquemment des messages de respect et d'admiration sous ses publications. La nuit de l'incident, Natty a accédé au toit de l'immeuble Lumpiniville Naklua avec un ami. Des images de surveillance ont ensuite montré les deux hommes attendant un moment de calme avant de s'introduire. Natty s'est préparé pour le saut en utilisant la méthode de la ligne statique où un cordon attaché à la structure est censé déployer automatiquement le parachute lorsque le sauteur tombe. Il avait exécuté cette méthode avec succès quelques jours plus tôt. Cependant, lors de cette tentative, une erreur critique est passée inaperçue. La ligne statique s'était logée sous la sangle du sac à dos de Natty, empêchant le parachute principal de se déployer. Dans la vidéo, on voit Natty ajuster sa caméra de casque et vérifier brièvement son équipement. Il compte ensuite à rebours, enjambe la corniche et saute. En quelques secondes, les conséquences de l'erreur deviennent apparentes. Au lieu que le parachute s'ouvre proprement, la ligne reste piégée, laissant la voile emmêlée et flottant derrière lui. Natty entre dans une vrille rapide et incontrôlée. La vidéo capture les derniers instants glaçants alors qu'il heurte un arbre avant de percuter le sol. Le halètement de son ami est entendu juste avant que la vidéo ne se termine. Le garde de sécurité Kenneth Chansong a rapporté plus tard avoir entendu un bruit sourd et l'a initialement confondu avec une branche qui tombait. Ce n'est qu'après qu'une femme ait crié qu'il a réalisé qu'il s'agissait d'une personne. Les services d'urgence ont été appelés immédiatement et sont arrivés vers 19h30. Malgré leurs efforts, Natty a été déclaré mort sur les lieux. Son parachute, une voilure bleue ronde, n'était que partiellement déployé. Les autorités locales ont ouvert une enquête peu après. Le lieutenant de police Kamelporn Nadi du district de Banglamung a déclaré que le dysfonctionnement avait empêché le parachute de se centrer comme prévu. Les officiers de la police scientifique ont examiné l'équipement et l'ami de Natty, qui avait enregistré l'incident, a été interrogé. Les autorités ont confirmé que Natty n'avait pas été attaqué et ont qualifié la cause du décès d'accidentel. Elles ont également informé l'ambassade britannique à Bangkok, qui a contacté la famille de Natty au Royaume-Uni. Il est apparu plus tard que Natty avait déjà sauté du même bâtiment. Le personnel a confirmé que de telles cascades étaient interdites et qu'il était déjà entré illégalement dans les lieux à des fins similaires. Les images, qui ont largement circulé, ont choqué de nombreuses personnes, surtout compte tenu de la vaste expérience de Natty. Son collègue parachutiste Jimmy Andrews, qui vit également en Thaïlande, a noté que l'erreur, bien que fatale, aurait dû être détectée lors de la vérification finale. Lui, comme d'autres membres de la communauté, était stupéfait qu'une personne aussi expérimentée ait pu négliger un détail aussi critique. Les hommages ont rapidement inondé les dernières publications de Natty sur les réseaux sociaux. Son frère, Ed Harrison, l'a décrit comme joyeux, aimant s'amuser et profondément admiré, en particulier par ses nièces et neveux. La communauté du base jump ainsi que ses clients et amis ont exprimé leur tristesse et leur incrédulité. La mort de Natty a souligné à quel point même les athlètes les plus expérimentés sont vulnérables aux erreurs fatales. Ce qui était censé être une autre vidéo palpitante est devenu un document tragique d'une vie perdue en quelques secondes.
C'était le 25 octobre 2016 à Greensburg, en Indiana. Wendy Sabatini, une mère de 2 enfants de 44 ans, était dans sa chambre à l'étage de sa maison sur East Washington Street. Elle avait déménagé à Greensburg quelques années plus tôt depuis Loganport et travaillait dans une usine de pièces automobiles à proximité. Son fils, Lake, venait de rentrer chez lui après un stage et vivait à nouveau avec elle. Cet après-midi-là, tout semblait normal jusqu'à ce que, soudainement, ça ne le soit plus. Au même moment, Jason Eaton, 43 ans, le petit ami et collègue de Wendy, se rendait à la maison. Dans sa poche, il transportait une bague de fiançailles. Il avait l'intention de la demander en mariage. Wendy et Jason étaient ensemble depuis un certain temps. En apparence, leur relation semblait stable. Mais Wendy avait déjà clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas se remarier. Son fils a déclaré plus tard qu'elle n'avait aucune intention de dire oui. Pourtant, Jason est monté à l'étage, la bague à la main. Wendy était assise sur le côté du lit quand il s'est approché. Avant qu'il ne puisse poser la question, elle a vu la bague et lui a dit non. Ce seul mot a tout changé. Jason s'est dirigé vers la table de chevet et a sorti une arme. Puis il s'est placé derrière elle. Sans dire un mot, il a pointé l'arme et a tiré une fois. Wendy est décédée sur le coup. Il ne s'est pas assuré qu'elle allait bien. Il n'a appelé personne. Au lieu de cela, il a quitté la pièce, est descendu et est sorti de la maison. Lake, qui venait de rentrer, pensait que sa mère était encore au travail. Il a préparé le dîner et a passé la soirée en bas, sans savoir que quelque chose de terrible venait de se passer à l'étage. Pendant ce temps, Jason s'est rendu chez une femme qu'il connaissait. À son arrivée, il lui a dit « J'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai tué Wendy ». Sous le choc, elle a accepté de le conduire au poste de police. Plus tard dans la soirée, Jason est entré dans le commissariat de Greensburg et a demandé à parler à un officier. Il a calmement dit qu'il venait de tuer sa petite amie. Les officiers se sont précipités à la maison. Lake les a laissés entrer, toujours inconscient de ce qui s'était passé. Ils sont montés à l'étage et ont trouvé Wendy affalée avec une seule blessure à la tête. L'arme se trouvait sur la table de chevet et la bague que Jason avait apportée était à proximité. La pièce était silencieuse, mais elle portait le poids de ce qui venait de se produire. Au poste, Jason a fait des aveux complets. Il a dit qu'il avait été contrarié lorsque Wendy avait rejeté sa demande en mariage, puis qu'il s'était rendu à la table de chevet, avait sorti l'arme et avait tiré. Il n'a pas essayé de cacher ce qu'il avait fait. Les enquêteurs ont tout examiné, les aveux, l'arme et la chronologie. Il n'y avait aucun signe de lutte ou d'accident. Jason avait agi par colère, incapable d'accepter qu'on lui dise non. La famille et les amis de Wendy étaient dévastés. Sa sœur Heather a déclaré qu'elle n'aurait jamais imaginé que Jason soit capable de faire une chose pareille. Son fils, Lake, a dit qu'il n'était pas surpris que sa mère ait refusé la demande en mariage. Elle avait pris sa décision bien avant. Des amis et des collègues se sont réunis quelques jours plus tard pour se souvenir de Wendy. Une amie, Laura Collins, a déclaré que c'était différent de perdre quelqu'un de cette façon, non pas à cause d'une maladie ou d'un accident, mais à cause de quelque chose de soudain et d'évitable. On se souvenait de Wendy comme d'une personne humble et gentille qui souriait toujours. Son ex-mari, John, avec qui elle a eu 2 enfants, s'est souvenu de la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Il y avait quelque chose chez elle, a-t-il dit, elle souriait toujours. Jason Eaton a été arrêté et inculpé. Des années plus tard, en mars 2018, il a plaidé coupable et a été condamné à 47 ans de prison. Il en purgera 45 derrière les barreaux, les années restantes étant sous surveillance. Il lui est également interdit de contacter la famille de Wendy pendant toute la durée de sa peine. Ce n'était pas un acte aléatoire. Il n'y a eu aucun avertissement. C'était personnel et c'est arrivé en quelques secondes. Wendy a fait un choix qu'elle avait le droit de faire. Et pour cela, sa vie a été ôtée. Ses proches vivent toujours avec cette réalité. Nous sommes le 1er mai 2019 à Evansville, dans l'Indiana. Mason Bogard, 15 ans, en première année de lycée, venait de rentrer de l'école. Il a pris son père dans ses bras, a dit « Je t'aime » à sa mère, puis est monté à l'étage. Quelques minutes plus tard, tout a basculé. Mason était le plus jeune de 3 enfants. Il menait une vie saine et équilibrée, était très proche de sa famille, réussissait bien à l'école, aimait pêcher et cuisiner. On le connaissait pour son humour décalé, sa gentillesse et son intelligence. Lorsque Mason a réclamé son premier smartphone, sa mère, Joanne, a fait preuve de prudence. Elle a mis en place des contrôles parentaux, installé des applications de sécurité et lui parlait souvent des dangers du web. Mason n'était pas très actif sur les réseaux sociaux, mais adorait regarder des vidéos YouTube, notamment sur la nature et la pêche. Un jour, il a montré à sa mère une vidéo présentant un défi viral. Cela avait l'air amusant, mais Joanne s'en est inquiétée et l'a averti que certaines tendances en ligne pouvaient être dangereuses. 2 semaines plus tard, Mason n'était plus là. Ce soir-là, tout semblait normal. Mason a souhaité bonne nuit à ses parents et est allé prendre sa douche. Quelques instants plus tard, ils ont entendu un grand bruit à l'étage. Steve, le père de Mason et pompier de profession, s'est précipité pour voir ce qui se passait. Il a découvert Mason inconscient, une ceinture serrée autour du cou. Le garçon n'avait plus de pouls et ne respirait plus. Steve a immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire et a réussi à lui redonner un battement de cœur. Les ambulanciers l'ont transporté d'urgence à l'hôpital Deaconess
où il a été placé sous assistance respiratoire. Quelques jours plus tard, les médecins ont confirmé des lésions cérébrales irréversibles. Mason a été déclaré en état de mort cérébrale. Le 6 mai, la famille a pris la décision déchirante de respecter ses dernières volontés. Mason souhaitait être donneur d'organes. Grâce à lui, 5 malades ont pu être sauvés. Lorsqu'il a été emmené, parents, médecins et infirmiers se sont alignés dans le couloir pour un ultime hommage. La nouvelle du décès de Mason s'est répandue comme une traînée de poudre à Evansville. Le 5 mai, Johan a publié sur Facebook que son fils avait tenté le Choking Challenge, un défi consistant à se comprimer la respiration pour ressentir un bref vertige. Nombreux sont ceux qui se filment pour attirer l'attention, mais le risque est énorme. Un simple faux pas peut entraîner des lésions cérébrales graves, voire la mort. Plus tard, les parents ont découvert une vidéo sur le téléphone de Mason. On y voyait leur fils sourire, appeler son chien et tenter le défi sans mesurer le danger. Les autorités n'ont pas pu confirmer officiellement le lien avec cette pratique, faute d'historique de recherche. Mais pour Johan, la preuve était faite, l'algorithme lui avait suggéré ce contenu sans qu'il l'ait cherché. Le 10 mai, après les obsèques, la famille Bogart a lâché lanternes et feux d'artifice en hommage à Mason. Des dons ont été faits à des causes qui lui tenaient à cœur, comme l'Indiana Donor Network et le Wounded Warrior Project. Johan ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à partager l'histoire de son fils et d'autres parents lui ont rapidement écrit, des familles ayant, elles aussi, perdu un enfant à cause de contenus nocifs. Cela l'a poussée à agir sur le plan politique. En mars, l'Indiana a adopté le Masons Education Act, loi obligeant les établissements scolaires à enseigner la sécurité sur Internet. Johan a ensuite témoigné devant le Congrès des États-Unis, aux côtés d'autres parents, brandissant des photos de leurs enfants perdus pour interroger les grands patrons de la tech. Le 30 juillet, le Sénat américain a voté le Kids Online Safety Act, conçu pour protéger les mineurs en limitant l'accès aux contenus dangereux et en renforçant le contrôle parental. Le projet de loi est désormais à l'examen à la Chambre des représentants. Johan a aussi rejoint Project Liberty, initiative financée par le milliardaire Frank McCourt, qui vise à repenser Internet pour en faire un espace plus sûr. L'un de leurs objectifs est de racheter et de refondre TikTok pour supprimer les algorithmes nocifs. Selon Johan, si elle avait disposé de tels outils il y a 5 ans, Mason serait peut-être encore en vie. Elle poursuit aujourd'hui sa mission sous le hashtag Mason's Message pour sensibiliser le public. Elle collabore avec Fairplay, association qui explique aux familles comment les réseaux sociaux exploitent les mécanismes de récompense pour captiver les utilisateurs, exposant trop souvent les adolescents à des contenus dangereux. Tandis que le monde réel dispose de lois protégeant les enfants, l'univers en ligne reste majoritairement non régulé. Pour Johan, cela doit changer. Elle continue de raconter l'histoire de Mason dans l'espoir de sauver d'autres vies, que nul parent n'ait à traverser son terrible chagrin. Nous sommes le 15 avril 2023, vers 22 h, à Hébron, dans l'État de New York, lorsqu'un drame tragique emporte la vie de Kaylin Gillis, 20 ans. Récemment diplômée du lycée, Kaylin se trouvait dans une voiture avec son petit ami, Blake Walsh, et 2 amis, en quête d'une fête dans cette petite localité rurale. Après avoir roulé quelques instants dans une zone où le réseau téléphonique était quasi inexistant, ils se sont trompés et ont emprunté, par mégarde, l'allée d'une propriété privée. Cette allée menait chez Kevin D. Monahan, un homme de 66 ans vivant en toute quiétude sur Patterson Hill Road, à environ 90 km au nord d'Albany. Lorsque le groupe a réalisé son erreur, il a enclenché la marche arrière pour repartir. Il ne cherchait pas d'ennui, juste à rebrousser chemin. Mais Monahan, entendant le véhicule reculer, est sorti en trombe, armé d'un fusil de chasse de calibre 20 et a tiré 2 coups. Le premier coup, a-t-il prétendu, était destiné à dissuader, une simple sommation. Le second a atteint Kaylin à la nuque alors qu'elle était assise sur le siège passager avant du SUV. Paniqué, le groupe a pris la fuite. Sans réseau téléphonique, ils ont parcouru plusieurs kilomètres jusqu'à Salem. Hélas, malgré leurs efforts, Kaylin a été déclarée morte sur place. Au début, Monahan a affirmé qu'il se trouvait au lit et a insinué que ce pouvait être des chasseurs qui tiraient. Mais rapidement, face à l'arrivée de la police, son récit s'est effondré. Il a refusé de coopérer, provoquant une longue confrontation. Plus d'1 heure durant, il est resté au téléphone avec un répartiteur et son avocat avant de se rendre enfin. Les circonstances du drame ont profondément choqué la communauté locale. Le groupe n'avait commis que la maladresse d'un mauvais virage et tentait simplement de repartir lorsque Monahan a ouvert le feu. Kaylin,
une jeune femme pleine de promesses, a été fauchée dans une confusion tragique. Devant le tribunal, Monahan a plaidé la légitime défense. Selon lui, le véhicule représentait un danger. Il a expliqué que le premier coup n'était qu'un avertissement et que le second était survenu accidentellement lorsqu'il aurait buté sur des clous posés sur son Porsche. Sa défense a décrit un homme effrayé et surpris par le bruit du véhicule. Le procureur a vigoureusement contesté cette version, soutenant que Monahan avait agi par colère et désir d'intimidation, non par peur réelle. Son comportement imprudent témoignait d'un total mépris pour la vie des passagers. La poursuite a également évoqué ses conflits antérieurs avec ses voisins, suggérant une hostilité de longue date envers quiconque s'aventurerait sur son terrain. Le procès, qui a duré 2 semaines et s'est achevé en janvier 2024, a abouti à une condamnation rapide. Le jury, après moins de 2 heures de délibération, a reconnu Monahan coupable de meurtre au 2e degré, de mise en danger délibérée d'autrui et de manipulation de preuves. Le tribunal a rejeté l'hypothèse du tir accidentel, notant l'absence totale de remords du prévenu. La famille de Kaylin, anéantie, a vu partir une jeune femme talentueuse et généreuse. Son père, Andrew Gillis, a témoigné de ses rêves brisés. Kaylin, amoureuse des animaux et passionnée d'art, aspirait à devenir biologiste marine. Ses proches la décrivent comme une personne douce et lumineuse dont la présence éclairait tous ceux qu'elle rencontrait. Quant à Blake Walsh, il reste dévasté, tentant encore de surmonter l'incompréhensible. En mars 2024, la sentence est tombée, 25 ans de prison ferme, assortie d'une peine minimale pour meurtre au 2e degré, auxquelles se sont ajoutées des peines pour mise en danger et altération de preuves. Le juge Adam Michelini a condamné sans appel la réaction disproportionnée de Monahan, soulignant son refus d'assumer ses actes et son absence de repentir. Cette affaire rappelle combien une simple erreur de trajectoire peut tourner au drame absolu. Elle souligne aussi les dangers du passage à l'acte impulsif. La colère et la peur peuvent transformer un incident anodin en catastrophe. Bien que la condamnation de Monahan ait apporté une forme de justice, la douleur de la famille et de la communauté de Hébron demeure intacte, marquée à jamais par la perte prématurée de Kaylin. Le 9 mars 1994, une atmosphère tendue régnait au tribunal de district d'Euskirchen, une ville de Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne. Erwin Mikolajczyk, un ancien chauffeur de bus et agent d'entretien hospitalier de 39 ans, était venu connaître l'issue de son appel. Il avait été condamné pour avoir agressé physiquement son ex-compagne, une femme de 56 ans, nommée Vera Lamesic. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un solitaire, réservé mais poli, avec un intérêt inquiétant pour les armes à feu. Pourtant, personne au tribunal ce jour-là n'aurait pu prévoir la brutalité calculée qu'il s'apprêtait à déchaîner. Erwin avait depuis longtemps montré des comportements inquiétants. Des années plus tôt, il avait été renvoyé de son poste de chauffeur de bus après qu'un scandale interne eut révélé qu'il portait fréquemment des armes et se comportait de manière agressive. En 1989, il avait suivi un traitement neurologique et en 1991, son employeur avait lancé une évaluation psychologique. Une mise en garde officielle avait été envoyée à la police après qu'un rapport médical eut conclu qu'il pouvait devenir agressif, surtout lorsqu'il était armé. L'un de ses frères avait également contacté les autorités en 1993, avertissant qu'Erwin était dangereux et anormal. Ces avertissements, cependant, n'avaient entraîné aucune action. Malgré ses problèmes de santé mentale connus et plusieurs signaux d'alerte, il possédait légalement au moins 10 armes à feu et avait accès à des matériaux explosifs. La police n'avait rien fait. Vera, la femme avec qui il avait été en couple, avait subi de graves blessures physiques de sa part, frôlant la perte de conscience à une occasion. Elle avait engagé des poursuites, conduisant à la condamnation d'Erwin et à une amende de 7200 marks. Le jour de l'attaque, sa mère, Agnès Müller, l'accompagnait au tribunal, ainsi qu'une amie, Marianne Rubsam. Le juge, Dr Alexander Schaeffer, âgé de seulement 33 ans, présidait l'appel et confirma la décision initiale, finalisant les conséquences légales pour Erwin. Après la décision du tribunal, Erwin quitta brièvement le bâtiment. À son retour, son apparence avait changé. Il portait un manteau noir, un bandeau, des lunettes de soleil et, inexplicablement, un collier fait de gousses d'ail. Caché sous son manteau se trouvait un pistolet Colt calibre 45 et une bombe artisanale dans un sac à dos. L'attaque commença dans le couloir. Erwin s'approcha de Vera, la prit dans ses bras, puis sortit son pistolet et lui tira dessus à bout portant. Il se tourna immédiatement vers Agnès et Marianne, les tuant toutes deux. Deux autres personnes dans le couloir, Peter Kurt et Peter Preuss, furent également mortellement touchés. Peter Kurt se trouvait au tribunal pour une affaire sans lien, attendant son tour comme témoin. Erwin fit ensuite irruption dans la salle d'audience. Là,
Il tira sur le juge Schaeffer, l'homme même qui avait confirmé sa condamnation quelques minutes plus tôt. Les témoins décrivirent le chaos, cris, panique et sang. Une fois son chargeur vidé, Erwin sortit la bombe de son sac et l'activa. L'explosion fut dévastatrice. Les vitres volèrent en éclats, des débris furent projetés dans la rue et le corps d'Erwin fut éjecté de la salle. La force de l'explosion mutila plusieurs victimes au point de les rendre méconnaissables. Au total, 7 personnes perdirent la vie et 8 autres furent blessées. Les conséquences du massacre furent marquées par le deuil et l'indignation publique. L'Allemagne observa un moment de silence national pour les victimes. Les critiques se tournèrent rapidement vers les autorités, surtout lorsqu'il devint évident que plusieurs occasions d'empêcher la tragédie avaient été manquées. Les officiels avaient été alertés à plusieurs reprises de l'instabilité, de l'agressivité et de la possession d'armes d'Erwin au cours des années précédentes. Pourtant, aucune action n'avait été prise pour confisquer ses armes ou évaluer la menace qu'il représentait. Son adhésion à un club de tir et sa capacité à posséder légalement des armes dangereuses restèrent sans contestation, même après qu'il eut déménagé entre différentes villes. 30 ans plus tard, cette attaque reste l'un des incidents les plus meurtriers jamais survenus dans une salle de tribunal allemande. Les familles des victimes vivent encore avec les conséquences d'un échec à intervenir. Pour la ville de Skirchen, le 9 mars 1994 demeure un douloureux rappel de la gravité de l'inaction lorsque les avertissements sont ignorés. Le 3 juillet 1980, à Minsk, à seulement 2 semaines des Jeux Olympiques de Moscou, Elena Moukina, une gymnaste soviétique de 20 ans, s'entraînait au Palais des Sports de Minsk. C'était censé être son heure de gloire, mais ce qui s'est passé ce jour-là allait changer sa vie pour toujours. Elena avait déjà atteint les sommets de son sport. En 1978, elle avait remporté l'or au concours général au championnat du monde de Strasbourg, battant des légendes comme Nadia Comaneci et Nelly Kim. Beaucoup croyaient qu'elle mènerait l'équipe soviétique aux prochains Jeux Olympiques. Mais derrière le succès se cachait un système impitoyable qui exigeait la perfection de ses athlètes, même au risque de leur santé. À l'époque, Elena était encore en convalescence après une fracture de la jambe qu'il avait mise sur la touche l'année précédente. Elle avait besoin de repos, mais ses entraîneurs ne le lui ont pas permis. Ils lui ont retiré son plâtre trop tôt et l'ont forcée à perdre du poids rapidement. Malgré la douleur et la faiblesse, elle a été poussée à s'entraîner dur. On lui a également ordonné d'apprendre un mouvement de tumbling risqué appelé le saut Thomas. C'était une figure difficile. Initialement destinée aux gymnastes masculins, et très peu de femmes l'avaient tenté. Elena a dit à son entraîneur, Mikhail Klimenko, que c'était trop dangereux. Elle les a avertis à maintes reprises qu'elle pourrait se blesser gravement, mais ses préoccupations ont été ignorées. Son entraîneur a insisté sur le fait que ce mouvement était nécessaire si elle voulait rester dans l'équipe. Elena, toujours blessée et sous pression, s'est sentie piégée. Si elle n'exécutait pas le mouvement, elle perdrait probablement sa place au profit de quelqu'un d'autre. Ainsi, le 3 juillet 1980, Elena a tenté le saut Thomas lors d'une séance d'entraînement. Elle n'a pas effectué la rotation complète et a atterri sur son menton. L'impact lui a brisé le cou et l'a laissé paralysée du cou vers le bas. Juste après l'accident, les responsables sportifs soviétiques ont tenté de cacher ce qui s'était réellement passé. Ils ont dit aux médias qu'Elena était tombée de la poutre ou qu'elle était tombée en courant vers le cheval de saut. En vérité, elle était tombée pendant le saut Thomas, le mouvement même dont elle les avait avertis. Les officiels ont blâmé Elena, affirmant qu'elle n'était pas prête pour un tel mouvement, mais ils ont ignoré le fait qu'elle y avait été forcée. Une campagne médiatique l'a dépeinte comme négligente alors qu'en réalité, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter la blessure. Plus tard, Elena s'est confiée sur la pression qu'elle avait subie. Elle a dit avoir répété à ses entraîneurs à plusieurs reprises qu'elle risquait de se briser le cou en faisant ce mouvement. « Ça allait arriver », a-t-elle dit. « J'avais déjà été blessée plusieurs fois, mais ils n'ont jamais écouté. » Elena passera le reste de sa vie en fauteuil roulant. La gymnaste qui émerveillait autrefois le monde a dû réapprendre à manger, à s'habiller et à parler. Elle a vécu dans une douleur constante et sa santé émotionnelle s'est également dégradée. Elle s'est retirée du monde, soignée par sa grand-mère et plus tard par une ancienne gymnaste, Elena Gourina. Dans des interviews, Elena a critiqué le système soviétique qui traitait les athlètes comme des outils pour la fierté nationale. Elle pensait que les victoires importaient plus que les vies humaines. Pourtant, elle estimait que son entraîneur n'était qu'une autre victime de ce même système, quelqu'un qui suivait des ordres. Sa blessure a profondément affecté son entourage. Nelly Kim, une coéquipière, a déclaré qu'elle était choquée. Elle s'est demandé pourquoi Elena avait été forcée de faire quelque chose pour lequel elle n'était pas assez forte. Après avoir vu ce qui s'était passé, Kim a décidé de prendre sa retraite après les Jeux Olympiques de 1980. Elena a par la suite reçu des récompenses comme l'ordre de l'insigne d'honneur et la médaille d'argent de l'ordre olympique, mais elles n'ont guère suffi à compenser ses souffrances. Le 22 décembre 2006, Elena Moukina est décédée à l'âge de 46 ans des suites de complications liées à sa blessure. Son histoire est celle du talent, de la pression et d'un système qui a manqué à son devoir de protéger ses athlètes. Et bien qu'elle soit partie, le monde de la gymnastique se souvient toujours.
Dans l'après-midi du 26 mars 2023, une paisible sortie dans le centre-ville de Vancouver s'est transformée en un acte de violence tragique et insensé. Paul Stanley Schmidt, 37 ans, père et compagnon, a perdu la vie dans une attaque gratuite devant un café Starbucks sous les yeux de sa fille de 3 ans et de sa fiancée. Pour couronner le tout, le monde entier a eu accès aux derniers instants de Paul. Cette attaque non provoquée a choqué la nation et brisé la famille. Paul était un père et un compagnon dévoué, connu de ses proches comme un homme bon et travailleur. Il avait travaillé pendant 5 ans chez Jiffy Move, une entreprise de déménagement à Burnaby, et était décrit par ses collègues comme un employé fiable et consciencieux. Pour sa mère, Kathy Schmidt, Paul était un homme qui vivait pour sa famille. Il partageait sa vie avec sa fiancée, Ashley Umali, et ensemble, ils élevaient leur fille, Erika. Leur quotidien était modeste, centré sur l'amour et le soutien mutuel, Paul étant le seul pourvoyeur grâce à son travail physiquement exigeant. Ce dimanche après-midi, Paul, Ashley et Erika ont visité un Starbucks situé à l'intersection des rues West Pender et Granville, dans le centre-ville de Vancouver. Ashley est entrée dans le café pour commander des boissons, tandis que Paul restait dehors avec leur fille, qui était dans une poussette. C'est à ce moment-là que Paul a rencontré Inderdeep Singh Ghossal, 32 ans, qui vapotait à proximité. Préoccupé par la santé et le bien-être de sa fille, Paul a demandé à Ghossal de ne pas vapoter près de l'enfant. Ce bref échange a rapidement dégénéré. Ghossal a sorti un couteau et a mortellement poignardé Paul au cou. La scène s'est déroulée dans un espace public en plein jour avec de nombreux passants. Un individu a enregistré l'incident. La vidéo montrait Paul tituber et saigner abondamment avant de s'effondrer sur le trottoir. La police a déclaré plus tard qu'un officier avait été interpellé vers 17h40, environ 10 minutes après l'attaque. Paul a été transporté à l'hôpital mais a succombé à ses blessures. Ghossal a été arrêté sur les lieux sans résistance et inculpé de meurtre au 2e degré. Il a ensuite plaidé non coupable et reste en détention pendant que l'affaire progresse devant les tribunaux. Une conférence préparatoire est prévue. La brutalité de l'incident a laissé les témoins, les autorités municipales et le public sous le choc. Il s'agissait du 6e homicide à Vancouver en 2023 et est rapidement devenu un sujet de discussion nationale sur la sécurité publique et l'effet du témoin passif. Le fait que l'attaque ait été enregistrée et largement partagée sur les réseaux sociaux a ajouté à l'angoisse de la famille. La famille de Paul, ainsi que la police et les autorités publiques ont supplié le public de cesser de faire circuler la vidéo. Sa demi-sœur, Jessica, a exprimé son horreur que quelqu'un ait filmé l'attaque pour des vues au lieu d'aider ou de chercher de l'aide. La mère de Paul, Kathy Schmidt, a exprimé sa profonde tristesse et son indignation, déclarant que l'attaque était si horriblement injuste et exprimant son incrédulité que personne n'ait agi pour aider son fils à temps. Elle a également remis en question la nature du crime, demandant pourquoi quelqu'un porterait un couteau dans un café. Elle et d'autres membres de la famille ont demandé que l'inculpation contre Ghossal soit requalifié en meurtre au 1er degré, ce qui exigerait la preuve de la préméditation. Une collecte de fonds a été lancée par la Dr. Son Yat-sen Garden Society pour soutenir Ashley et Erika, récoltant plus de 165 000 $ canadiens. Amis, voisins et inconnus se sont réunis pour exprimer leur soutien à la famille, beaucoup soulignant le dévouement de Paul envers ceux qui l'aimaient. La perte de Paul Stanley Schmidt a laissé un vide irremplaçable. Un père qui voulait simplement protéger sa fille a connu une fin violente et publique, laissant derrière lui le chagrin, des questions sans réponse et une communauté aux prises avec les implications de l'inaction et de la violence dans les espaces publics. C'était le 18 novembre 2006 à Flandre, en Belgique. Elle Van Doran, une mère de 2 enfants de 38 ans et parachutiste expérimentée, a rejoint 11 autres personnes pour un saut en groupe. Elle avait effectué plus de 2300 sauts et était très à l'aise dans les airs. Parmi le groupe se trouvait Marcel Summers, un instructeur avec qui elle avait une relation amoureuse, et Else Klotmans, une amie proche et également parachutiste du Swartberg Parachute Club. Mais ce saut serait son dernier. Le saut s'est transformé en l'une des affaires les plus troublantes de Belgique. Ce qui ressemblait à un accident s'est avéré être un acte soigneusement planifié et très personnel. Van Doran était marié et très respecté. Au club, beaucoup l'admiraient, y compris Klotman, 26 ans, qui était souvent appelé Babs pour éviter toute confusion. Les 2 femmes étaient proches, mais toutes 2 étaient également impliquées avec le même homme, Marcel Summers. Klotmans avait été la première à fréquenter Marcel. Elle passait souvent les vendredis soirs chez lui. Plus tard, Van Doran a également commencé à le fréquenter, et leur relation est devenue plus sérieuse. Marcel a commencé à passer ses samedis avec Van Doran, et Klotmans a été progressivement mise de côté. Un week-end avant le saut mortel, les 3 sont restés chez Marcel. Van Doran a dormi dans son lit. Klotmans a dû dormir en bas. Les enquêteurs pensent que cette nuit-là a peut-être tout changé. Van Doran avait pris la place de Klotmans, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Le lendemain matin, le sac de parachute de Van Doran était toujours dans le couloir. Les procureurs ont estimé que Klotmans avait eu l'occasion de couper les cordes à l'intérieur. Les experts ont déclaré que cela aurait pris moins de 30 secondes en utilisant seulement une paire de ciseaux et un peu d'intimité. Quelques jours plus tard, ils étaient tous de retour dans les airs pour un autre saut en formation. 12 parachutistes sont montés à bord de l'avion. 4 d'entre eux, Van Doran, Klotmans, Summers et un autre homme, prévoyaient de se tenir la main en plein air puis de se séparer à environ 975 mètres pour ouvrir leur parachute.
parachute. Tout s'est déroulé comme prévu. Les 4 se sont tenus la main, puis se sont lâchés. Les autres ont ouvert leur parachute. Celui de Van Doren ne s'est pas ouvert. Elle a tiré sur la corde. Rien. Elle a attrapé sa voile de secours. Toujours rien. La caméra sur son casque enregistrait. Elle a filmé ses tentatives désespérées, tirant sur les sangles, mais rien n'a fonctionné. Puis elle a disparu de la vue, elle a chuté sur plus de 3 km et a atterri dans le jardin de quelqu'un à Uplab. Elle est décédée sur le coup. Une enquête détaillée a confirmé par la suite que sa voile principale et sa voile de secours avaient été coupées. Ce n'était pas un accident. La police s'est concentrée sur les personnes les plus proches de Van Doren. Marcel a été ouvert sur son implication avec les 2 femmes. Mais Klotmans s'est démarqué. Un mois plus tard, lorsque la police lui a demandé une autre déclaration, elle s'est gravement blessée. Elle a survécu. Mais le moment choisi a soulevé des doutes. Les enquêteurs ont appris ce qui s'était passé ce week-end-là chez Marcel et comment le parachute avait été laissé dans un couloir ouvert. Ils ont également trouvé des lettres anonymes que Klotmans avait envoyées, révélant des détails personnels sur la vie de Van Doren. Le ton laissait présager de la jalousie et du ressentiment. Lors des interrogatoires, Klotmans a admis qu'elle s'était toujours sentie inférieure à Van Doren. Dans une lettre aux médias, elle a même écrit qu'elle avait une mauvaise opinion d'elle-même. Les procureurs ont estimé que son état émotionnel et le rejet qu'elle avait ressenti l'avaient poussée à agir. Elle a été arrêtée en janvier 2007, libérée en 2008 et jugée en 2010. L'affaire a reçu une attention médiatique massive. Son procès a duré 4 semaines. Il n'y avait aucune preuve directe, aucune empreinte digitale, aucun témoin, mais le mobile et le moment était accablant. Le tribunal a regardé les derniers instants de Van Doren grâce aux images du casque. Un psychiatre a décrit Klotmans comme manipulatrice et souffrant de problèmes de santé mentale. La défense a fait valoir qu'il n'y avait pas de preuves solides, seulement une théorie et de l'émotion. Le 20 octobre 2010, Klotmans a été reconnue coupable. Elle a été condamnée à 30 ans de prison avec une possibilité de libération anticipée après avoir purgé une partie de sa peine. Les enfants de Van Doren, alors adolescents, étaient assis dans la salle d'audience. Ils ont écouté la défense demander la clémence pour la personne responsable. Ils sont partis en pleurs. Klotmans continue de clamer son innocence. Van Doren est morte en faisant ce qu'elle aimait, le parachutisme, mais elle ne s'attendait pas à une trahison de la part d'une personne qu'elle considérait comme une amie. Et ses derniers instants ont été enregistrés sur le casque même censé la protéger. Nous sommes le 2 mars 2024 à Lancaster, une petite ville du nord-ouest de l'Angleterre. Tommy Lee, Gracie Billington, 11 ans, passait la nuit chez un ami dans Grinstead Close. C'était censé être une soirée pyjama amusante. Mais quelques heures plus tard, Tommy Lee perdrait la vie en essayant quelque chose qu'il avait vu en ligne. D'après sa famille, Tommy Lee avait tenté un défi viral appelé le chroming, qui consiste à inhaler les vapeurs de produits du quotidien tels que le déodorant, la peinture ou le dissolvant pour vernis à ongles. Cette pratique procure un court état d'euphorie, mais ses effets peuvent devenir mortels en un instant. Hallucinations, perte de connaissance, arrêt cardiaque ou arrêt respiratoire. La famille raconte que, pendant la soirée pyjama, Tommy Lee a inhalé l'un de ses produits et s'est effondré, victime d'un arrêt cardiaque. Il ne s'est jamais réveillé. L'appel au secours a été passé à 12h04 ce samedi-là. Le service d'ambulance du Nord-Ouest a répondu à un signalement d'enfant inconscient. À leur arrivée, Tommy Lee était toujours inanimé. Transporté en urgence à l'hôpital, aucun traitement n'a pu le sauver. Il a été déclaré mort plus tard dans la journée. Sur le moment, les autorités ont classé la mort comme inexplicable. Mais la famille de Tommy Lee en est convaincue, c'est le chroming qui l'a tué. Sa grand-mère, Tina Burns, a partagé la tragédie sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard, expliquant que son petit-fils était décédé sur le champ après avoir imité la tendance TikTok. Elle a décrit que les garçons avaient essayé le chroming et qu'il avait fait un arrêt cardiaque aussitôt. Tommy Lee était décrit comme un garçon plein de vie, énergique et gentil. Il vivait avec sa mère, Sherry, à Lancaster. La famille paternelle résidait dans les environs. Après le drame, Sherry a publié un message d'avertissement aux parents, les incitant à cacher les produits ménagers et à discuter des dangers des défis en ligne avec leurs enfants. Elle a supplié tout le monde de ranger les déodorants hors de portée. C'est ce qui lui a coûté la vie. Le chroming n'est pas un phénomène nouveau. Né en Australie, il existe depuis des décennies sous les noms de huffing ou sniffing. Mais avec TikTok et les autres réseaux, la pratique a gagné un public beaucoup plus jeune à un rythme alarmant. L'enquête n'a pas seulement concerné la soirée pyjama. Dans les jours qui ont suivi la mort de Tommy Lee, 2 adultes ont été entendus. Un homme de 25 ans de Lancaster, placé en garde à vue pour négligence envers un mineur et détention de substances dangereuses, puis libéré sous condition, et une femme de 35 ans interrogée puis laissée libre sous contrôle judiciaire. Si la cause officielle reste l'inexplicable,
La famille est certaine que le chroming est en cause. Tina Burns a transformé son chagrin en action. En tant qu'assistante pédagogique, elle mène désormais des interventions dans les écoles pour sensibiliser aux dangers de ces tendances. Elle rapporte que des parents, jusqu'alors ignorants de l'existence même de ces pratiques, la remercient d'avoir agi. L'un d'eux a retiré tous les réseaux sociaux des appareils de son enfant. Des experts ont également réagi. Hannah O'Donoghue-Hobbs, analyste des médias sociaux, qualifie ce défi de périlleux profondément dangereux et s'étonne de la rapidité de diffusion des contenus nocifs. Même si TikTok a bloqué le mot-clé en chroming, des vidéos similaires restent faciles à trouver sous d'autres appellations ou langages codés. Certaines vont jusqu'à détailler la technique d'inhalation. Une vidéo démonstrative avait même atteint plus de 700 000 vues avant d'être retirée. La famille de Tommy Lee milite désormais pour des protections renforcées, interdiction des réseaux sociaux avant 16 ans et responsabilité légale des plateformes laissant se propager de tels défis. Le docteur Lawrence Cunningham, médecin retraité au Royaume-Uni, avertit que l'inhalation de solvants peut causer des lésions cérébrales et organiques irréversibles à long terme. Selon l'association Resolve, le nombre de décès liés à l'inhalation de solvants est passé de 152 en 1990 à 38 en 2020 au Royaume-Uni, mais les experts craignent un rebond à cause des réseaux sociaux. D'autres drames similaires ont eu lieu ailleurs, comme en Australie en 2023 avec le décès d'Esra Haynes, 13 ans après avoir inhalé des vapeurs toxiques. Tina Burns promet de préserver la mémoire de son petit-fils pour sensibiliser et protéger d'autres enfants d'une curiosité qui peut se révéler mortelle. Tommy Lee Gracie Billington n'avait que 11 ans. Une simple curiosité a suffi à tout bouleverser. Nous sommes en mars 2002 à Crosby, dans le Merseyside. Richard Sumner, un artiste de 47 ans, a quitté son domicile sans jamais y revenir. Il avait travaillé comme décorateur pour le prestigieux opéra de Glyndebourne, mais on lui avait diagnostiqué une schizophrénie en 1984. Ce diagnostic a bouleversé son existence. À la fin des années 1990, Richard n'était plus en mesure de travailler. Il dépendait alors d'aide financière, ce qu'il vivait comme une profonde humiliation. Perdre son indépendance renforçait son sentiment d'être un fardeau, et son mal-être s'est encore accentué. Richard était un homme brillant et talentueux, mais la maladie l'a plongé dans l'isolement. Sa sœur Patricia Jones a raconté plus tard qu'il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. L'un des épisodes les plus graves s'est produit en 1996, lorsqu'il s'était rendu dans la forêt de Cloquenog pour s'enchaîner à un arbre pendant 4 jours avant de se libérer de lui-même. Il semblait partagé, il voulait disparaître, mais revenait toujours sur sa décision au dernier moment. Une semaine avant sa disparition, en mars 2002, Richard est retourné dans cette même forêt et s'est de nouveau menotté à un arbre. Mais comme la fois précédente, il a renoncé. Il ne voulait pas infliger à sa famille la douleur de découvrir son corps. Il a donc déverrouillé les menottes et est rentré chez lui. Cependant, peu après, il a repris le chemin de la forêt, cette fois-ci seul. De nouveau attaché à l'arbre, quelque chose a mal tourné. La clé qu'il avait sans doute jetée hors de portée n'était plus à son côté. Incapable de se libérer, il a passé de longues heures à griffonner l'écorce avec ses ongles, cherchant désespérément à briser les chaînes. On peut supposer qu'il a voulu revenir sur sa décision, mais il était déjà trop tard. Pendant 3 ans, nul ne sut ce qu'il était advenu de Richard. Puis, en avril 2005, une promeneuse et ses chiens ont découvert, dans une zone reculée de la forêt de Cloquenog, ses restes squelettiques. La forêt s'étend sur près de 100 km² et les ossements étaient éparpillés autour de l'arbre où il s'était enchaîné. Ses chaussures et des fragments de vêtements gisaient à proximité. Les menottes encore passées à son poignet. Aucun indice n'indiquait l'intervention d'un tiers. Les marques sur l'arbre témoignaient de sa lutte acharnée. Une enquête a été ouverte à Denbigh pour élucider les circonstances de sa mort. Le pathologiste, le docteur Brian Rogers, n'a pu déterminer la cause exacte du décès. Une plaquette de comprimés a été retrouvée auprès du corps, mais trop de temps s'était écoulé pour conclure si Richard était mort d'hypothermie, d'une crise cardiaque liée à la panique ou d'une overdose. Le détective-inspecteur Mike Galien a exploré d'autres hypothèses. Fugue, violence extérieure, mais les enquêteurs ont conclu que son long combat contre la maladie mentale était à l'origine du drame. Le coroner, John Hughes, a rendu un verdict ouvert indiquant l'impossibilité de prouver qu'il s'agissait d'un suicide volontaire. Il apparaît qu'il a voulu revenir en arrière, mais qu'il a été pris au piège. La clé était à portée de main, mais hors de sa portée.
Sa mère, Marie, redoutait le pire depuis qu'elle avait reçu, le lendemain de sa disparition, une lettre dans laquelle Richard lui présentait ses excuses pour la peine qu'il lui causait. Le dénouement, bien que tragiquement prévisible, a laissé un vide immense dans la vie de ses proches. L'histoire de Richard Sumner met en lumière l'impact dévastateur de la maladie mentale. Ces longues batailles silencieuses illustrent combien, parfois, le seul adversaire le plus redoutable est celui que l'on porte en soi. Le 2 avril 1993, une petite salle d'audience à Jamestown, en Californie, devint le théâtre de l'un des actes de justice vigilante les plus controversés de l'histoire américaine moderne. Ellie Nessler, mère célibataire de 40 ans, originaire de San Andreas, entra dans le tribunal du comté de Tuolumne, non seulement en tant que témoin dans une affaire très médiatisée concernant des agressions sur des enfants, mais aussi en tant que mère de l'une des victimes présumées. Son fils de 6 ans, William, avait accusé un homme nommé Daniel Mark Driver d'actes horribles. L'audience devait déterminer s'il y avait suffisamment de preuves pour un procès complet. Mais avant que le tribunal puisse avancer, Ellie décida de prendre la justice en main. Ellie et Driver venaient tous deux de passés difficiles. Ellie, l'aînée de 3 filles, élevée dans la Hill Country du comté de Tuolumne, avait appris l'autonomie très tôt. Issue d'une famille qui valorisait la force, la foi et la protection farouche des proches, elle était décrite comme travailleuse et robuste, capable de conduire des tracteurs, de couper du bois et de réparer des moteurs. Elle s'était mariée et divorcée jeune, avant de s'associer avec un mineur nommé Bill Nessler. Ensemble, ils eurent un fils, William, et partirent au Liberia à la recherche d'opportunités. Après le déclenchement d'une guerre civile, Ellie revint en Californie avec ses enfants, vivant modestement et comptant sur l'aide sociale et le travail manuel. En 1988, Daniel Driver entra dans la vie de la famille Nessler sous le prétexte de la foi religieuse et du service communautaire. Plongeur dans un camp chrétien d'été, il était un visage familier pour de nombreuses familles locales. Mais sous cette apparence, Driver avait déjà plaidé coupable à des accusations de comportement préjudiciable impliquant de jeunes garçons dans la région de San José. Malgré son passé, il avait bénéficié d'une mise à l'épreuve, en grande partie grâce à des lettres de soutien de sa communauté religieuse. Cette décision aurait des conséquences durables. Peu de temps après le retour de William du camp, des membres de la famille commencèrent à remarquer des changements inquiétants dans son comportement. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée pyjama, il confia à sa tante que Driver l'avait agressé. Ellie signala ces accusations aux autorités, mais Driver avait déjà quitté la région. Pendant plusieurs années, Ellie resta vigilante, repérant la buick jaune de Driver près de l'école de son fils et observant la détérioration émotionnelle de William. Finalement, Driver fut arrêté pour des charges sans rapport à Palo Alto et ramené pour répondre aux accusations concernant William et plusieurs autres garçons. Le jour de l'audience, Ellie était apparemment à bout. Son fils, alors âgé de 11 ans, était visiblement malade d'anxiété et vomissait en attendant de témoigner. Lorsque Driver entra dans la salle, il aurait souri au garçon, un geste qui exaspéra Ellie. La tension était déjà élevée, les rapports suggérant que le témoignage des enfants vacillait et que Driver risquait d'échapper à la justice. Pendant une pause de l'audience, Ellie retourna dans la salle et s'assit derrière Driver, qui était menotté à côté de son avocat. Sans prévenir, elle sortit un pistolet semi-automatique calibre 25 de son sac et tira 5 balles dans l'arrière de la tête et du cou de Driver. Il mourut instantanément. La salle plongea dans le chaos. Les forces de l'ordre maîtrisèrent immédiatement Ellie et l'arrêtèrent. Elle fut inculpée de meurtre au premier degré. La réaction du public fut rapide et polarisée. Certains la saluèrent comme une mère poussée au-delà de ses limites. D'autres la considéraient comme une vigilante dangereuse. Les médias affluèrent à Jamestown, tandis que des habitants imprimèrent des autocollants avec l'inscription « Bien tiré ». Ellie. Ses partisans donnèrent plus de 40 000 $ pour sa défense juridique et un téléfilm fut réalisé sur l'affaire. Mais quelques semaines plus tard, des analyses toxicologiques révélèrent qu'Ellie avait consommé des substances illégales au moment du tir. Cette révélation brisa l'image de sympathie soigneusement construite par sa défense. Dans les mois suivants, l'affaire judiciaire d'Ellie passa par le procès et les appels. Elle plaida finalement coupable de homicide volontaire et fut condamnée à 10 ans de prison, 6 pour le meurtre et 4 pour l'usage d'une arme à feu. Elle purgea 3 ans et demi avant d'être libérée en 1997. En 2002, elle fut condamnée pour infraction liée à des substances illégales et reçut 6 ans supplémentaires. Elle fut libérée en 2006 et mourut 2 ans plus tard d'un cancer du sein à l'âge de 56 ans. Le fils d'Ellie, William, profondément marqué par le traumatisme et élevé par des proches pendant son incarcération, fit face plus tard à de graves problèmes judiciaires. En 2005, il fut condamné à 25 ans à perpétuité pour avoir tué un homme lors d'un différend. Le meurtre dans la salle d'audience de Jamestown marqua la conversation nationale sur la justice, la vengeance et les limites du système juridique. Il s'agissait d'une tragédie née non seulement de mauvais traitements et de traumatismes, mais aussi d'un échec systémique. Un événement qui continue de susciter le débat des décennies plus tard. C'était en juillet 1998, lors des Goodwill Games à New York. Zheng Lon, une gymnaste chinoise de 17 ans, se préparait pour le saut de cheval, une épreuve qu'elle avait pratiquée toute sa vie. L'année précédente, elle était devenue la championne nationale de Chine au saut. Grâce à son talent et sa discipline, beaucoup pensaient qu'elle avait un brillant avenir devant elle. Pendant l'échauffement, Zheng pratiquait un mouvement de base appelé saut de réglage,
Timer Vault. C'est considéré comme un mouvement à faible risque, destiné à mettre les gymnastes à l'aise avant la compétition. Mais quelque chose a mal tourné. Sang a perdu le contrôle en l'air et a atterri sur la tête. L'impact a provoqué une grave lésion de la moelle épinière. Sang a été immédiatement transporté au Nassau University Medical Center. Les médecins ont effectué une chirurgie d'alignement et de fusion vertébrale d'urgence, mais les dommages étaient permanents. Sang est resté paralysé de la poitrine vers le bas. Dans les années qui ont suivi, Sang affirmera que la chute n'était pas seulement un accident. Elle a déclaré qu'un entraîneur d'une autre équipe était entré dans la zone de saut pendant son échauffement et avait retiré le tapis de sécurité juste au moment où elle s'élançait. Ce changement soudain l'aurait fait perdre le contrôle. Sang a tenté de signaler ce qui s'était passé alors qu'elle était encore à l'hôpital, mais les officiels ont rejeté ces affirmations. Ils ont dit qu'elle était confuse en raison d'un possible traumatisme crânien et n'ont pas cru à son récit. Sang avait autrefois été l'une des meilleures athlètes chinoises. Elle était maintenant confinée à un lit d'hôpital. Sa carrière et son indépendance envolées. Sa blessure a fait les gros titres internationaux. Pendant sa convalescence à l'hôpital Mount Sinai, elle a reçu le soutien de personnalités bien connues comme Leonardo DiCaprio, Céline Dion et Christopher Reeve. Cependant, sa vie privée est devenue compliquée. Elle a été placée sous la garde de K.S. Lu et de sa femme Jinahu Hung, un couple sino-américain. Ils étaient censés la soutenir pendant sa convalescence, mais Sang a affirmé plus tard qu'ils étaient devenus excessivement contrôlants et qu'ils avaient limité sa capacité à parler de l'incident. Elle a affirmé qu'ils avaient fait des promesses de couvrir ses frais médicaux et de subsistance, mais ces promesses n'ont jamais été tenues. Au lieu de cela, Sang a déclaré qu'elle avait été laissée sans soins appropriés. Lorsque Sang est retournée en Chine en 1999, le gouvernement a salué sa force et a utilisé son histoire comme un symbole de persévérance. Mais avec le temps, elle s'est sentie oubliée. Elle a déclaré que les mêmes organisations qui la célébraient autrefois ne lui offraient plus de soutien. Son état s'est aggravé et même avec la thérapie, elle ne pouvait effectuer que des tâches de base comme manger ou utiliser un ordinateur. Ses jambes se sont encore plus affaiblies par manque de mouvement. Malgré tout, Sang a travaillé à bâtir une vie publique. Elle est devenue animatrice de télévision, a continué à s'exprimer publiquement et a même porté la flamme olympique lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Mais derrière son image publique, elle est restée frustrée par ce qu'elle considérait comme une injustice. En 2011, 13 ans après sa chute, Sang a intenté un procès aux États-Unis. Il visait plusieurs parties, dont AOL, Time Warner, USA Gymnastics, TIG Insurance et Hugh Hung. La poursuite affirmait que l'accident était évitable et que les personnes impliquées n'avaient pas pris correctement soin d'elle par la suite. Elle a réclamé 1,8 milliard de dollars de dommages et intérêts, accusant également Lu et Hu Hong d'avoir tenté de la discréditer et de contrôler sa vie à leurs propres fins. Sang a déclaré qu'ils avaient fait des déclarations nuisibles à son sujet et avaient tenté de nuire à sa réputation, y compris en diffusant de fausses histoires sur sa vie personnelle. Les allégations les plus troublantes concernaient des actes inappropriés commis par quelqu'un du foyer pendant sa convalescence. Un rapport de police a été déposé en relation avec ces allégations. L'opinion publique était divisée. Certaines personnes ont soutenu Sang, affirmant qu'elle s'exprimait enfin. D'autres l'ont accusée d'être ingrate ou manipulée par des influences extérieures. Pourtant, Sang a maintenu ses allégations, affirmant qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de faire éclater la vérité et de tenir les gens responsables. En 2011, sa bataille juridique était en cours. Bien que de nombreuses parties de l'affaire aient subi des retards en raison des délais légaux, Sang est resté déterminé. Son histoire est celle de la force, de la perte et du long combat pour être entendue. En avril 2017, un événement dévastateur et profondément troublant a choqué le monde, se déroulant non pas en privé, mais à travers l'objectif des réseaux sociaux. Ce qui a commencé comme un conflit domestique s'est terminé par un acte de violence déchirant et méprisable dont ont été témoins des centaines de milliers de personnes, forçant une prise de conscience mondiale des dangers de la technologie de diffusion et des plateformes de médias sociaux. Wutisan Wongthale, 20 ans, vivait à Phuket, en Thaïlande, avec sa compagne, Jiranush Trira, 21 ans, et leur petite fille, Nathalie. Le jeune couple avait une relation tumultueuse, marquée par de fréquentes disputes, souvent déclenchées par la jalousie. Wutisan avait des antécédents de violence, et bien qu'il ait déjà purgé 2 ans de prison, il restait possessif et instable. Malgré cela, il aurait montré de la tendresse envers leur fille. Leur vie familiale fragile a commencé à se désintégrer davantage dans la nuit du 23 avril 2017. Vers 3 heures du matin, lors d'une autre dispute animée, Wutisan a confronté Jiranush après avoir vérifié
vérifier son téléphone. Convaincu qu'elle l'avait trompé, il est devenu menaçant. Craignant pour sa vie, Jiranouch a fui la maison, laissant Nathalie derrière elle. Quand elle est revenue des heures plus tard, Woutissan et le bébé étaient partis. Ses tentatives pour le contacter ont été vaines. Ce soir-là, l'horreur a commencé à se dévoiler. Alors qu'elle naviguait sur Facebook avec son frère, Jiranouch a été confrontée à une vidéo en direct qui allait changer sa vie pour toujours. Dans une diffusion glaçante de 4 minutes filmée depuis le toit d'un hôtel abandonné, on voyait Woutissan attacher une corde et commettre un acte innommable. Les images, qui montraient le meurtre de Nathalie, âgée de 11 mois, se sont répandues rapidement en ligne. Bien que Jiranouch n'ait vu qu'une partie de la vidéo avant de se détourner sous le choc, le mal était fait. Les autorités ont été immédiatement alertées et une recherche a été lancée. En quelques heures, Woutissan et Nathalie ont été retrouvés morts sur les lieux. L'incident a marqué le premier meurtre connu en Thaïlande à être diffusé sur Facebook Live. Facebook a fait l'objet d'un examen minutieux pour le retard de près de 24 heures dans la suppression des vidéos, qui avaient cumulé plus de 370 000 vues avant d'être retirées. Le ministère de l'économie numérique a contacté directement Facebook, et bien que la société de médias sociaux ait coopéré et ait ensuite publié une déclaration exprimant ses condoléances et promettant des améliorations, le délai a suscité un examen mondial. 2 clips distincts avaient été téléchargés, l'un avec 112 000 vues et le second avec 258 000. La vidéo avait même été téléchargée sur YouTube où elle a été vue plus de 2300 fois avant d'être supprimée en 15 minutes. La large diffusion des images a provoqué un tollé émotionnel et culturel. Les responsables thaïlandais, les autorités numériques et les internautes ont exprimé leur choc et leur horreur. Des conversations nationales ont émergé autour des responsabilités des plateformes de médias sociaux et de la manière de mieux prévenir le partage de contenus violents. Les forces de l'ordre et les régulateurs numériques se sont engagés à réévaluer les protocoles de surveillance en ligne et de suppression du matériel graphique. Jiranouch, confrontée à un chagrin insupportable, a déclaré publiquement qu'elle n'en voulait ni à Facebook ni à ceux qui avaient partagé la vidéo, reconnaissant que beaucoup avaient agi par tristesse et incrédulité. Malgré l'immense traumatisme, elle a exprimé le désir de se libérer de la haine, reconnaissant que cela ne ramènerait pas sa fille. Des cérémonies de deuil pour Nathalie ont eu lieu dans un temple de Phuket, où des images ont montré Jiranouch tenant le petit cercueil blanc de sa fille dans la douleur. À seulement 11 mois, la vie de Nathalie a été tragiquement écourtée et sa mort est devenue un symbole des dangers des plateformes numériques non contrôlées et des conflits domestiques non résolus. Cette affaire a laissé une cicatrice durable non seulement sur une famille et une nation, mais sur un public mondial forcé de témoigner de l'une des utilisations les plus troublantes de la technologie dans l'histoire récente. Elle reste un rappel frappant des responsabilités qui accompagnent les outils puissants et du coût humain lorsque ces outils échouent. C'était le 18 mai 2022 à New Delhi, en Inde. Shraddha Walkar, une femme de 27 ans originaire du Maharashtra, venait d'emménager dans un appartement loué dans le quartier de Chhatrapur avec son petit ami de 28 ans, Afab Amin Poonawala. Pour les autres, il ressemblait à n'importe quel jeune couple amoureux. 2 personnes qui s'étaient rencontrées sur une application de rencontre avaient emménagé ensemble et essayaient de se construire une vie. Mais à huis clos, leur relation avait pris un tournant beaucoup plus sombre. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2019 alors qu'ils travaillaient dans le même centre d'appel à Mumbai. Shraddha était encore à l'université à l'époque et étudiait les médias, mais elle a abandonné ses études pour vivre avec Afab malgré les fortes objections de sa famille. Son père, Vikas Walkar, l'a averti à de nombreuses reprises. Il n'était pas seulement contre leur relation interconfessionnelle, il pensait que Shraddha le connaissait à peine. Après le décès de sa mère en 2020, Shraddha est brièvement rentrée chez elle, mais elle est rapidement retournée vivre avec Afab. Selon ses amis, la relation était devenue toxique. Afab l'a maltraitée souvent et Shraddha a confié à ses amis qu'elle se sentait piégée. Chaque fois qu'il l'encourageait à partir, elle disait qu'il s'était excusé ou qu'il la menaçait émotionnellement pour la convaincre de rester. Début 2022, le couple a déménagé à Delhi dans l'espoir de prendre un nouveau départ. Mais en mai, les choses n'avaient fait qu'empirer. Le 18 mai, les deux se sont à nouveau disputés, cette fois-ci au sujet du mariage. Shraddha avait demandé à Afab de s'engager enfin. Il a refusé. Selon ses aveux ultérieurs, il a perdu le contrôle et lui a ôté la vie en l'étranglant. Ce qui a suivi est encore plus troublant. Au lieu de signaler ce qui s'était passé, Afab a pris une décision qui a choqué le pays. S'inspirant de ses compétences de chef cuisinier et d'une émission de télévision sur la criminalité, il a utilisé des couteaux et des outils pour découper le corps de Shraddha en 35 morceaux. Il a placé les restes dans un réfrigérateur qu'il avait acheté peu de temps après. Pendant des semaines, Afab a continué à vivre dans l'appartement avec les restes. Pour cacher l'odeur, il utilisait des désodorisants et de l'encens. Chaque nuit, vers 2 heures du matin, il prenait quelques morceaux dans un sac en plastique et se rendait dans la forêt de Méhali pour les disperser. Il a fait cela pendant 18 nuits. Il a également continué à utiliser le téléphone et les réseaux sociaux de Shraddha pour envoyer des messages à ses amis et à sa famille, faisant croire qu'elle était toujours en vie. En même temps,
Il a nettoyé l'appartement avec des produits chimiques, a jeté ses vêtements et a même invité d'autres femmes alors que certains des restes de Shraddha se trouvaient encore dans le réfrigérateur. En août, ses amis sont devenus méfiants. L'un d'eux, Laxman Nadir, a remarqué qu'elle avait cessé de répondre et que son téléphone était éteint. Il a contacté le frère de Shraddha qui a prévenu leur père. Croyant qu'elle se trouvait à Bangalore, Vikas est parti à sa recherche. Lorsqu'il a trouvé son appartement verrouillé, il a déposé un rapport de personnes disparues à Mumbai. L'affaire a été transférée à Delhi. La police a localisé sa dernière position connue et a interrogé Afab. Au début, il a donné de fausses informations. Mais il a ensuite avoué. Il a conduit la police à la forêt où ils ont trouvé 13 morceaux de corps en décomposition. La tête n'a jamais été retrouvée. Les tests ADN ont confirmé qu'ils appartenaient à Shraddha. La police a également trouvé des taches de sang dans la cuisine et a récupéré des outils que l'on pensait avoir été utilisés. Afab a admis qu'il avait planifié cela une semaine plus tôt, mais qu'il avait retardé son geste lorsque Shraddha s'était montrée émotive lors d'une dispute. Il a été arrêté le 12 novembre 2022. La police a constitué un dossier de 629 pages. La famille de Shraddha a témoigné au tribunal, racontant la cruauté à laquelle elle avait été confrontée. Afab est maintenant à la prison de Tihar. Alors qu'il était initialement sous surveillance stricte, en 2024, le tribunal a statué qu'il devait être traité comme les autres détenus. Certains ont blâmé les applications de rencontres et les relations en concubinage. D'autres se sont concentrés sur l'aspect religieux, mais beaucoup ont soutenu que le véritable problème était la longue souffrance de Shraddha et le fait que personne n'ait pu l'aider à temps. Nous sommes le 15 mai 2011 à Brisbane, en Australie. Acton Bill, 20 ans, venait de rentrer chez lui à Kangaroo Point après une sortie avec un ami. Il était de bonne humeur. Comme beaucoup de son âge, Acton aimait les réseaux sociaux et suivait les tendances en ligne. L'une d'elles s'appelait le planking. Le planking consiste à s'allonger à plat ventre, raide comme une planche, dans des endroits insolites ou inattendus. Les bras le long du corps, le corps bien droit, on prend une photo et on la publie en ligne. Le phénomène a commencé de façon anodine sur des bancs ou des parquets, mais il s'est rapidement amplifié. On a vu des gens faire du planking sur des voitures, des clôtures, des toits, partout où c'était inhabituel, voire risqué. Plus l'endroit était dangereux, plus les photos attiraient l'attention. Ce matin-là, Acton a décidé de tenter le planking sur la rambarde de son balcon, situé au 7e étage. Le rebord n'avait qu'à peine 5 cm de large, à peine de quoi tenir debout, encore moins s'allonger. Mais Acton a relevé le défi. Son ami a ensuite expliqué à la police qu'ils avaient testé plusieurs emplacements de planking plus tôt dans la nuit. Celui-ci était le dernier. D'après le commissaire adjoint Ross Barnett de la police du Queensland, Acton a tenté de se placer sur ce bord étroit et en se positionnant a perdu l'équilibre. Il est tombé de 7 étages. Des passants à proximité ont entendu un bruit sourd sans comprendre ce qui s'était passé. Les secours sont intervenus rapidement et ont tenté de le réanimer pendant près de 20 minutes en vain. Acton n'a pas survécu à la chute. Il s'agit de la première mort connue liée au planking. Jusque-là, la mode était jugée stupide, parfois imprudente, mais jamais mortelle. Cette perception a changé ce jour-là. La police a confirmé qu'Acton avait consommé de l'alcool plus tôt dans la soirée. Le commissaire adjoint Barnett a ensuite pris la parole devant les médias. Il a expliqué qu'Acton avait malheureusement perdu l'équilibre et précisé que le planking n'était pas illégal et pas forcément dangereux s'il se pratique dans des lieux sûrs, comme un parc ou chez soi. Le problème, selon lui, venait des personnes prêtes à tout pour attirer l'attention. Certains allaient jusqu'à se coucher sur des voies ferrées, sur des toits ou même en plein milieu d'une route. Quelques jours plus tôt, la police du Queensland avait déjà arrêté un homme pour avoir fait du planking sur une voiture de patrouille. Il a été accusé d'intrusion. Les autorités du Queensland et de Victoria avaient déjà émis des mises en garde, soulignant que des figures trop audacieuses pouvaient entraîner des blessures, des poursuites pénales, voire le pire. Les policiers s'inquiétaient de plus en plus de ce que certains y étaient prêts à risquer pour obtenir des j'aime et des abonnés. La mort d'Acton a fait la une en Australie et à l'étranger, relançant le débat sur les dangers des tendances en ligne. La première ministre Julia Gillard l'a qualifié de « vraiment tragique » et a insisté sur la différence entre un amusement sans danger et un choix potentiellement mortel. Une page Facebook intitulée RIP Acton Bill a été créée où amis et inconnus l'ont décrit comme un garçon gentil, drôle et apprécié de tous. Malheureusement, la page a rapidement été envahie de commentaires haineux. Des trolls ont tourné la mort d'Acton en dérision et publié des contenus inappropriés, dont une vidéo banalisant l'accident. Ces publications ont été supprimées, mais pas avant d'avoir bouleversé de nombreux internautes. La section des commentaires a finalement été fermée pour éviter tout nouvel outrage. La communauté du planking a elle aussi été pointée du doigt. La page Planking Australia, qui comptait plus de 87 000 abonnés, a vu son ton changer du jour au lendemain. Certains défendaient la pratique, arguant que la plupart des participants restaient prudents.
Un membre, David Tyrrell, estimait que les figures dangereuses ne venaient que d'un petit groupe. D'autres jugeaient la tendance aller trop loin. Le commissaire adjoint Barnett soulignait que la compétition pour créer des contenus toujours plus impressionnants faisait monter les risques. Le planking paraît innocent, jusqu'à ce qu'il ne laisse plus. Les forces de l'ordre de différents États ont commencé à sévir. Dans le Victoria, ceux qui filment du planking sur des infrastructures de ferroviaire encourent une amende de 293 $. En Nouvelle-Galles du Sud, les autorités préparent un avertissement public. Beaucoup s'accordent à dire que le problème n'est pas le planking en lui-même, mais la pression de devenir viral. Les autorités ont néanmoins rappelé qu'une cascade trop audacieuse pourrait engager des poursuites sérieuses. Acton Bill n'avait que 20 ans. Son histoire rappelle jusqu'où certains peuvent aller pour attirer l'attention en ligne, et ce qui peut arriver quand une simple tendance devient mortelle. Nous sommes le 26 février 2006, à Cleveland, dans l'Ohio. Emily Jerry, âgée de 2 ans, se battait contre le cancer depuis plus d'1 an. Une grosse tumeur abdominale qui avait diminué après une opération et plusieurs séances de chimiothérapie semblait enfin céder. Les médecins étaient optimistes. Ils ont annoncé à ses parents que sa guérison était proche et qu'il fêterait bientôt son retour à la maison guérie du cancer. Emily n'était qu'une toute petite fille et tout laissait penser qu'elle reviendrait saine et sauve auprès des siens. Ce jour-là, Emily devait recevoir sa dernière séance de chimiothérapie, un dernier traitement de précaution pour s'assurer que la maladie ne reviendrait pas. Mais ce qui aurait dû être une procédure banale s'est transformé en drame. Emily avait déjà enduré des mois de traitements lourds, restée courageuse et joyeuse malgré tout. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose a mal tourné. La pharmacie de l'hôpital manquait alors de personnel. C'était un week-end et l'effectif était réduit. Le système informatique de la pharmacie était en panne, si bien que toutes les commandes de médicaments devaient être préparées manuellement. Une technicienne de pharmacie, non agréée et mal formée, s'est vue confier la préparation de la perfusion d'Emily. Débordée, elle a commis une erreur fatale. Au lieu de remplir la poche intraveineuse avec une solution de chlorure de sodium à 0,9%, elle y a versé une solution à 23,4% de chlorure de sodium. N'ayant pas conscience de la dangerosité d'un tel dosage, elle a préparé le produit sans poser davantage de questions. De son côté, le pharmacien responsable, Eric Kropp, distrait par le chaos ambiant, n'a pas pris le temps de vérifier correctement la préparation. L'erreur est passée inaperçue et Emily a reçu cette solution surdosée. Peu après, la fillette s'est plainte d'un violent mal de tête. Elle a hurlé de douleur et sa mère, Kelly Jerry, s'est précipitée pour la réconforter. Emily a demandé une gorgée de soda, puis a commencé à vomir. Elle s'est affaissée dans les bras de sa mère et les infirmières sont intervenues en urgence. En quelques instants, elle a perdu connaissance, son corps étant entré en état de choc. Les médecins et les soignants ont tenté de la ranimer, mais c'était déjà trop tard. Les examens d'urgence ont révélé un œdème cérébral massif dû à l'hypernatrémie. Les niveaux de sodium étaient devenus toxiques pour son cerveau. Placée sous assistance vitale, aucun espoir ne subsistait. 3 jours plus tard, le 1er mars 2006, Emily Jerry est décédée. Sa mort était totalement évitable. Une simple confusion de solutions intraveineuses a brisé une famille et arraché la vie à une enfant qui venait de triompher du cancer. Ce qui aurait dû marquer la fin heureuse de son traitement s'est transformé en un cauchemar inimaginable. À la suite de ce drame, les pratiques pharmaceutiques de l'hôpital ont été passées au crible. La technicienne n'avait pas reçu la formation adéquate et, à l'époque, l'Ohio ne réglementait pas la formation ni l'enregistrement des techniciens en pharmacie. Ce manque de supervision a directement contribué à la tragédie. La concentration de la solution qu'elle a utilisée était 26 fois plus élevée que la dose sécuritaire. Interrogée par la suite, elle a reconnu ignorer qu'un tel dosage pouvait être mortel. Le pharmacien Eric Kropp, débordé par la situation, n'a pas non plus détecté l'erreur. La panne du système informatique l'a contraint à précipiter la vérification sans double contrôle de la préparation. Dévastés, Kelly et Christopher Jerry ont décidé de se battre pour que plus personne ne subisse une telle injustice. Ils ont milité pour une meilleure formation et une supervision stricte des techniciens en pharmacie. Leurs efforts ont abouti, en 2009, à l'adoption de la loi Emily. Les techniciens de pharmacie dans l'Ohio doivent désormais être formés, enregistrés et évalués avant d'exercer dans un hôpital ou une pharmacie. L'affaire d'Emily a attiré l'attention nationale sur le problème des erreurs médicamenteuses. À l'époque,
Plus de 250 000 personnes mouraient chaque année aux États-Unis à cause d'erreurs médicales évitables, souvent dues à des confusions similaires. Si l'histoire d'Emily est bouleversante, elle a permis de changer les choses. Son décès a démontré l'importance cruciale d'une formation rigoureuse et d'un encadrement strict en milieu médical. Le combat de ses parents continue d'améliorer la sécurité des patients dans les hôpitaux. Le matin du 31 décembre 2024, un événement troublant se déroula derrière les portes closes d'un tribunal paisible de Géorgie. Le bâtiment était censé être calme. Pas d'audience, pas de séance, pas de foule. Simplement la fin d'un chapitre du service judiciaire local. Mais au lever du jour dans le comté d'Effingham, le tribunal devint le centre d'une perturbation soudaine et inattendue. Au cœur de cette tragédie se trouvait le juge Stephen Yekel, un homme qui célébrait ce qui aurait dû être le dernier jour d'une longue et respectée carrière juridique. Stephen n'était pas étranger au service public. Après son admission au barreau de Géorgie en 1976, il servit comme procureur adjoint dans le comté de Chatham et occupa des postes au sein de l'unité des taxes sur l'alcool et le tabac de l'État, ainsi qu'au bureau du procureur du comté de Cobb. Sa carrière s'étendit sur plus de 45 ans, durant lesquels il acquit une réputation d'avocat intègre et de homme du peuple, selon son demi-frère. En 2022, il fut nommé juge à la Cour d'État du comté d'Effingham, où il présidait les affaires pénales et civiles avec professionnalisme et un sens discret du devoir. Père de 4 enfants et membre respecté de la communauté, il était considéré comme une figure qui continuerait à servir avec distinction. Mais 2024 avait été une année difficile pour Stephen. En juin, il perdit sa réélection face à la juge Melissa Calhoun lors d'un second tour marqué par une participation électorale très faible. Inquiet de la légitimité du résultat, Stephen écrivit au gouverneur Brian Kemp, critiquant le processus et estimant que la fonction de juge de la Cour d'État était trop importante pour être décidée par seulement 6% de la population éligible. Début décembre, il soumit au gouverneur une demande de démission officielle demandant à quitter ses fonctions un jour avant la fin de son mandat. Le gouverneur Kemp refusa toutefois la démission, estimant qu'il serait inapproprié de contredire le résultat d'un processus démocratique valide. La juge Calhoun avait déjà prêté serment le 19 décembre. Dans les premières heures du 31 décembre, Stephen envoya un dernier message au gouverneur Kemp. Maintenant, ils devront nommer quelqu'un. Maintenant, ils devront en nommer un. Envoyé vers 2h18 du matin, ce courriel semblait faire référence aux implications politiques et juridiques de la succession. Il traduisait un profond sentiment de frustration, possiblement lié à la manière dont sa démission avait été gérée ou au processus de nomination judiciaire. Ces mots étaient cryptiques, mais lourd de sens. Plus tard dans la matinée, un adjoint du shérif découvrit le corps de Stephen dans ses bureaux. Les autorités confirmèrent qu'il était mort d'une blessure par balle auto-infligée. Bien que le tribunal n'était pas en session ce jour-là, l'événement jeta une lourde ombre sur ce qui aurait dû être une transition paisible. Le bureau d'enquête de Géorgie fut chargé de réaliser l'autopsie et d'assister à l'enquête. Le tribunal fut immédiatement fermé et déclaré scène d'investigation. Des services de counseling furent mis à disposition du personnel via une équipe de crise et tous les bâtiments du comté fermèrent plutôt en réaction à la tragédie. La mort de Stephen choqua la communauté. Sa famille, accablée de chagrin, demanda respect et intimité et invita à faire des dons à des associations œuvrant pour prévenir le suicide. Sa fille remercia la communauté pour son soutien et souligna combien ils étaient touchés par la compassion manifestée. Son demi-frère, s'adressant à la presse, décrivit le décès de Stephen comme incompréhensible, déclarant que cela semblait complètement contraire au caractère d'un homme toujours posé et résilient. Les hommages affluèrent de tout le milieu juridique et civique. Le conseil des commissaires du comté d'Effingham publia une déclaration exprimant sa profonde tristesse, tandis que le bureau du gouverneur Kemp transmit ses pensées et prières. Bien que les dernières actions de Stephen restent difficiles à comprendre pleinement, ses décennies de service public et l'impact qu'il a eu sur ceux qui l'entouraient ne seront jamais oubliés. C'était en mai 1988, à Tokyo, au Japon. Julissa Gomez, une gymnaste américaine de 15 ans, se préparait pour la finale du saut de cheval à la Foire mondiale des sports. Elle s'était déjà fait un nom dans les compétitions nationales et était considérée comme une sérieuse prétendante pour l'équipe olympique américaine de 1988. C'était une étape majeure dans sa carrière montante. Julissa était reconnue pour sa concentration et son éthique de travail rigoureuse. Elle n'était ni tape à l'œil ni bruyante, mais toujours dévouée. Née le 4 novembre 1972 à San Antonio, au Texas, Julissa était la fille d'Ottilia et Ramiro Gomez, deux anciens travailleurs agricoles qui avaient travaillé dur pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Son amour pour la gymnastique a commencé à l'âge de 5 ans et à 10 ans, elle s'entraînait déjà sous la houlette du célèbre entraîneur Bela Karolyi à Houston. Elle a rapidement gravi les échelons. En 1986, elle a terminé 4e au concours général des championnats américains et a obtenu une place dans l'équipe nationale. L'année suivante, elle participait déjà à des compétitions internationales. Ses meilleures épreuves
l'épreuve étaient les barres asymétriques et la poutre. Mais c'est le saut de cheval qui est devenu le point central de sa carrière. En 1987, Julissa a quitté le gymnase de Karolyi, frustré par son style d'entraînement intense, et est parti s'entraîner avec Al Fong à Blue Springs, dans le Missouri. Fong avait une approche différente, plus patiente et plus encourageante, et il est devenu une figure importante dans la vie de Julissa. À l'approche des Jeux Olympiques de 1988, Julissa a commencé à travailler le saut Yurchenko, l'une des figures les plus difficiles et les plus dangereuses de la gymnastique. Il exigeait une roulade arrière sur le tremplin, suivie d'un flip arrière sur le cheval de saut. Bien qu'elle ait un talent naturel, Julissa avait du mal avec ce mouvement. Sa forme n'était pas constante, et ses entraîneurs, comme ses coéquipiers, l'avaient remarqué. Pourtant, elle a été poussée à continuer de le pratiquer et de le réaliser en compétition. Le 5 mai 1988, lors de l'échauffement pour la finale du saut de cheval à Tokyo, quelque chose a horriblement mal tourné. Alors qu'elle courait vers le cheval, son pied a glissé, elle a perdu le contrôle et a percuté le cheval de saut, la tête la première. La blessure a été immédiate et grave. Le cou de Julissa était brisé et elle a été paralysée du cou vers le bas. L'entraîneur Fong, qui avait cru en son potentiel, a assisté à la scène sous le choc. Il a par la suite remis en question la pression exercée sur les jeunes athlètes pour maîtriser des mouvements aussi risqués. Julissa a été transportée d'urgence à l'hôpital. Ses parents ont pris l'avion du Texas au Japon pour être à ses côtés. Les médecins ont tenté de la stabiliser, mais son état s'est aggravé lorsqu'elle a été déconnectée d'une machine respiratoire. Le manque d'oxygène a provoqué de graves lésions cérébrales et elle est tombée dans le coma. Julissa est restée dans un état catatonique, ne pouvant que cligner des yeux. Sa blessure était rare en gymnastique. Contrairement aux entorses ou fractures courantes, les lésions médulaires de ce type étaient presque inconnues. Sa famille a continué à prendre soin d'elle pendant 3 ans. Mais le 8 août 1991, elle est décédée à l'âge de 18 ans des suites de complications liées à sa blessure. La mort de Julissa a choqué le monde de la gymnastique et a conduit à d'importants changements en matière de sécurité. La Fédération internationale de gymnastique a rendu obligatoire l'utilisation de tapis de tremplin en forme de U pendant les compétitions. Et pas seulement à l'entraînement. Ces tapis offraient aux gymnastes plus de soutien et une zone d'atterrissage plus sûre. Le cheval de saut a également été remplacé par une table de saut plus grande et plus stable pour prévenir de futurs accidents. Une nouvelle règle a également été ajoutée. Tout gymnaste exécutant le saut Yurchenko sans tapis de sécurité approprié recevrait un score de 0. Ces changements ont été mis en œuvre directement en réponse à ce qui est arrivé à Julissa. L'entraîneur Fong a par la suite évoqué les dangers de ce sport, affirmant que les gymnastes doivent être conscients des risques mais rester concentrés sur leurs objectifs. Les coéquipières de Julissa lui ont rendu hommage en lui dédiant leur saison. Ses parents ont également partagé un message encourageant les jeunes athlètes à continuer de poursuivre leurs rêves, tout comme leur fille l'avait fait. La vie de Julissa Gomez était pleine de potentiel. Son héritage perdure non seulement dans les changements de sécurité qui protègent les athlètes d'aujourd'hui, mais aussi dans les souvenirs de ceux qui l'ont connue et de ceux qui ont été inspirés par sa force. Le 8 juin 1971, un homme qui avait dédié une grande partie de sa vie à promouvoir la santé et la longévité a trouvé la mort devant un public en direct lors du tournage d'un épisode du Dick Cavett Show. Né le 16 août 1898 à Manhattan de parents immigrés juifs polonais, Jerome Irving Rodal a grandi dans le Lower East Side. Après avoir changé son nom de famille de Cohen à Rodal en l'honneur du nom de jeune fils de sa mère, il a poursuivi une carrière en comptabilité et a ensuite cofondé Rodal Manufacturing avec son frère Joseph. Dans les années 1930, au milieu de la Grande Dépression, les Rodal s'étaient installés à Emmaus, en Pennsylvanie, où Jérôme a également fondé Rodal Press, qui deviendrait la pierre angulaire de son futur empire de l'édition. L'intérêt de Rodal pour la santé a commencé tôt dans sa vie. Souffrant de murmures cardiaques et d'une mauvaise vue, il s'est tourné vers les idées de Bernard McFadden et a développé un intérêt pour la vie naturelle. Inspiré par le travail d'Albert Howard, Rodal est devenu un fervent défenseur de l'agriculture biologique. En 1940, il a fondé la Rodal Organic Gardening Experimental Farm et 2 ans plus tard a lancé le magazine Organic Farming and Gardening, suivi de Prévention en 1950. Ces plateformes l'ont aidé à populariser des idées qui étaient bien en avance sur leur temps, y compris les aliments complets, les remèdes naturels et l'agriculture sans produits chimiques. Rodal a fait de nombreuses allégations douteuses en matière de santé, affirmant notamment que le sucre pouvait provoquer des comportements criminels et que la consommation de cola entraînait la stérilité. Il s'opposait aux vaccinations et promouvait de fortes doses de suppléments sans fondement scientifique. Malgré les critiques généralisées de la communauté médicale, son influence a grandi et en 1971, il a fait la couverture du magazine du New York Times en tant que gourou du culte des aliments biologiques. Le jour de l'enregistrement, Rodal est apparu aux côtés de Dick Cavett et, fidèle à sa personnalité excentrique, a apporté sur scène des articles de santé non conventionnels. Il a parlé avec énergie de ses pratiques de santé et de ses aspirations à vivre au-delà de 100 ans. Après son segment, il est resté sur le canapé pendant que l'invité suivant, le chroniqueur Pete Hamill, était présenté. Quelques minutes seulement après le début de l'interview, Rodal a émis un fort ronflement et s'est effondré sur son siège. Au début, Cavett et le public
public ont cru à une blague. Certains se sont souvenus que Cavett avait fait une plaisanterie, bien qu'il ait nié plus tard sans souvenir. L'atmosphère a rapidement changé lorsque Rodal n'a pas répondu. Cavett a appelé à l'aide médicale et 2 médecins dans le public, un interniste et un résident en orthopédie, se sont précipités sur scène. La réanimation cardio-pulmonaire a été administrée et des pompiers d'en face ont également tenté d'intervenir. Malgré ses efforts, Rodal a été déclaré mort peu après son arrivée à l'hôpital Roosevelt. Il avait 72 ans et avait subi une crise cardiaque fatale. L'enregistrement a été immédiatement interrompu. Par respect, l'épisode n'a jamais été diffusé. ABC a choisi de diffuser une rediffusion ce soir-là et Cavett a ensuite évoqué la tragédie à l'antenne. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont affirmé se souvenir avoir vu Rodal mourir à la télévision. Un témoignage de la forte impression que l'histoire a laissée dans l'imaginaire public. Bien qu'aucune séquence n'ait jamais été rendue publique, après la mort de Jérôme, sa maison d'édition est restée un héritage familial. Son fils, Robert Rodal, a poursuivi son travail jusqu'à sa propre mort prématurée en 1990. Aujourd'hui, l'influence de Rodal perdure grâce à la popularité continue du magazine Prévention et au mouvement plus large de l'alimentation biologique. Mais ces derniers instants constituent une contradiction glaçante et inoubliable au message qu'il a passé sa vie à promouvoir. C'était en août 2016 à Mexico. Julio Macias González était un adolescent de 17 ans qui vivait à Iztapalapa, un quartier très animé connu pour ses communautés très soudées. Julio était comme beaucoup d'adolescents, curieux et essayant de trouver sa place dans le monde. Mais il était impliqué dans une relation que beaucoup jugeaient inappropriée. Sa petite amie avait 24 ans, soit 7 ans de plus que lui. Ses parents y étaient farouchement opposés. Ils l'avaient averti à de nombreuses reprises, mais Julio a refusé de rompre. Il pensait qu'il contrôlait la situation. Le soir de son décès, Julio a passé du temps avec sa petite amie. Les détails exacts de ce qui s'est passé pendant cette période ne sont toujours pas clairs. Ce que l'on sait cependant, c'est qu'elle lui a fait un suçon sur le cou. Cela ne semblait pas grave au début, juste une marque. Mais cela allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus sérieux. Plus tard dans la nuit, Julio dînait avec sa famille. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il commence soudainement à avoir de violentes convulsions à table. Sa famille a paniqué, il n'avait jamais rien vu de tel. Il tremblait de façon incontrôlable et personne ne savait ce qui se passait. Ses parents ont immédiatement appelé à l'aide. Les secours sont arrivés rapidement, mais il était déjà trop tard. Julio était décédé chez lui. Les médecins ont confirmé par la suite qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral, un événement rare pour une personne si jeune. Mais ce qui a rendu cette affaire encore plus choquante, c'était la cause sous-jacente. Les médecins légistes ont découvert que le suçon sur le cou de Julio avait endommagé un vaisseau sanguin sous la peau. La succion a créé un petit caillot qui a circulé dans sa circulation sanguine. Il a finalement atteint son cerveau et a bloqué le flux sanguin, déclenchant un accident vasculaire cérébral fatal. De tels cas sont extrêmement rares, mais ils se sont déjà produits. En 2011, une femme de 44 ans en Nouvelle-Zélande a vécu quelque chose de similaire. Elle a perdu l'usage de son bras gauche et ne savait pas pourquoi. Les médecins étaient également perplexes, car elle n'avait pas d'antécédents de problèmes de santé majeurs. Puis ils ont vu un suçon qui s'estompait sur son cou. Après des tests supplémentaires, ils ont découvert que la succion avait causé une lésion artérielle, entraînant la formation d'un caillot qui s'est rendu jusqu'à son cœur. Elle a été traitée avec des médicaments et a survécu. Julio n'a pas eu cette chance. Des articles de presse mexicains ont indiqué que le suçon était directement lié au caillot qui a causé son accident vasculaire cérébral. Il n'y avait pas d'autre explication médicale à son décès soudain. Après la mort de Julio, sa petite amie a disparu. Sa localisation actuelle est toujours inconnue. On ne sait pas si elle a compris ce qui s'était passé ou si elle a fui par peur. Les parents de Julio pensent qu'elle a joué un rôle dans sa mort. Les autorités n'ont pas confirmé si elle fait l'objet d'une enquête, mais sa disparition soudaine a ajouté à la confusion. L'affaire a fait la une des journaux au Mexique et dans d'autres parties du monde. Beaucoup de gens se sont posé la même question. Un suçon peut-il vraiment causer la mort? Selon les professionnels de la santé, oui, mais seulement dans de très rares cas. Robert Glader, un médecin de New York, a expliqué que les suçons exercent une succion sur la peau. Cette pression peut endommager les vaisseaux sanguins, en particulier dans le cou. Dans certains cas, un caillot peut se former, circuler dans le corps et bloquer le flux sanguin vers le cerveau, entraînant un accident vasculaire cérébral. La plupart des gens n'auront jamais à s'en soucier. Pour la majorité, les suçons sont inoffensifs et disparaissent en quelques jours. Mais dans de mauvaises conditions, ils peuvent causer de graves problèmes. Certaines personnes sont plus à risque que d'autres. Celles qui ont des vaisseaux sanguins faibles ou certains problèmes de santé pourraient être plus vulnérables. Même des mouvements soudains du cou, comme éternuer ou tousser, peuvent parfois entraîner des lésions artérielles. Cette affection, connue sous le nom de dissection de l'artère carotidienne, peut également se produire à la suite d'une chose aussi simple qu'une succion sur le cou. Le cas de Julio est l'un des plus rares jamais enregistrés. Sa famille l'avait mis en garde contre les risques de la relation, mais il n'avait jamais imaginé cette issue. Julio Macias González n'avait que 17 ans. Sa mort n'est pas due à un accident ou à une maladie. Elle est le résultat de quelque chose qui semblait inoffensif, un geste d'affection qui est devenu mortel. Nous sommes le 6 avril 2022 à Roseville, dans le Wisconsin. Tania Rodriguez, 44 ans, et James Carolfi, 52 ans,
bricolent dans leur garage une nouvelle activité. Ils viennent de se lancer dans une pratique appelée pyrogravure fractale. Cette technique consiste à appliquer de très hautes tensions électriques pour brûler des motifs arborescents dans du bois préalablement imbibé d'une solution chimique. Ces dessins, qui ressemblent à des éclairs, ont fait fureur sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, mais beaucoup ignorent à quel point cette méthode est périlleuse. Ce matin-là, Tanya et James utilisent un montage artisanal, souvent bricolé à partir de pièces de vieux micro-ondes ou de batteries de voitures, des équipements loin d'être sécurisés. Ces appareils peuvent générer plusieurs milliers de volts, bien plus que nécessaire pour provoquer une électrocution fatale en quelques secondes. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit. Au cours de leur expérience, ils sont tous deux électrocutés, le courant traverse leur corps et arrête leur cœur instantanément. Leurs installations ont ensuite déclenché un incendie qui a rapidement ravagé la maison. Lorsque les pompiers sont arrivés, le bâtiment était déjà en flammes. Une fois le brasier maîtrisé, on a retrouvé les corps de Tanya et James dans le garage, là même où l'incendie avait démarré. Leur position a immédiatement intrigué les enquêteurs. Pourquoi étaient-ils tous les deux dans le garage à une heure si matinale et pourquoi ont-ils été découverts exactement à l'endroit du sinistre? La police a d'abord envisagé la piste criminelle. Le lieutenant Mark Wagers, du bureau du shérif du comté de Marathon, a précisé qu'aucune hypothèse n'était exclue, y compris celle d'une implication extérieure. On a retrouvé Tanya agrippée à des câbles de démarrage, un fil enroulé autour de ses jambes et une blessure à la tête. Les inspecteurs ont même suspecté une mise en scène. Le détective Eric Enerson a alors creusé la vie privée des deux victimes. Tanya et James n'étaient pas mariés, mais entretenaient une relation longue et tumultueuse. Tanya était par ailleurs impliquée avec un certain Brad Harrison, dont la relation avec elle était marquée de fréquentes disputes. Les soupçons se sont rapidement tournés vers Brad. Le voisinage a rapporté avoir entendu Tanya et James se disputer avec Brad peu avant l'incendie et même entendu des bruits pouvant ressembler à des détonations. La police a profité d'un mandat d'arrêt pour une infraction mineure afin de l'interpeller à son lieu de travail, à Tomahawk, dans le Wisconsin. Il était alors ivre, assis dans sa voiture. Il a reconnu s'être récemment battu avec James, affirmant que celui-ci avait endommagé son véhicule à coups de batte de baseball. Quant au bruit perçu, selon lui, il provenait uniquement de la dispute, pas d'armes à feu. Il a nié toute implication dans la mort de Tanya ou de James, suggérant même que les victimes pouvaient être à l'origine d'un accident. Brad est demeuré en détention en attendant de nouveaux éléments. Puis sont arrivés les résultats de l'autopsie. La médecin légiste adjointe, Léa Scheidt, a constaté l'absence de suie dans les voies respiratoires, signe que Tanya et James étaient déjà morts avant le déclenchement de l'incendie. Aucun traumatisme infligé par une arme ou un produit chimique n'a été décelé. Les marques constatées sur le corps de Tanya étaient simplement dues à l'action de la chaleur du feu. On a de nouveau examiné le fil enroulé autour des jambes de Tanya. Il ne servait pas à la ligoter, mais s'était vraisemblablement emmêlé lors de l'expérience de pyrogravure. Quelques jours plus tard, un pathologiste a proposé une explication plausible. La pyrogravure fractale, le lieu, le matériel et les blessures correspondaient aux accidents déjà répertoriés avec cette technique. De retour dans le garage, la police a retrouvé des pièces de micro-ondes, des batteries et des câblages typiques de la méthode. Plusieurs amis ont confirmé que Tanya et James évoquaient l'idée de s'y essayer. Le 21 avril, le bureau du shérif a officiellement conclu à une électrocution accidentelle suivie de l'incendie. Brad Harrison a été innocenté et remis en liberté. Le shérif adjoint Chad Bileb a ensuite pris la parole publiquement pour mettre en garde contre cette pratique. Au moins, 33 personnes auraient déjà trouvé la mort en tentant l'expérience. Bien que l'American Association of Woodturners l'ait interdite dès 2017, elle continue à se propager sur Internet. En 2020, un autre homme du Wisconsin, Matt Schmidt, a également péri en essayant cette méthode. Son épouse a par la suite lancé un appel pour dissuader quiconque de recommencer. Tanya et James ne cherchaient qu'à exprimer leur créativité. Mais dès lors que des tensions électriques dangereuses entrent en jeu, une seule erreur peut s'avérer fatale. C'était le 16 avril 2023 à Baton Rouge, en Louisiane. Kerisha Johnson, une femme de 36 ans, enceinte de 9 mois, aspirait à un dimanche tranquille. Elle se rendait à une réunion de Pâques à North Carrollton, où elle avait prévu de retrouver des amis. Cela devait être une autre partie routinière de son week-end, alors qu'elle était impatiente de passer du temps avec ses amis et d'attendre l'arrivée de son bébé. Mais Kerisha n'est jamais arrivée à la fête. Alors qu'elle approchait de l'événement, une tragique erreur s'est produite. Un groupe d'adolescents qui assistaient au même
même rassemblement ont identifié à tort la berline blanche de Kerisha comme étant la voiture impliquée dans un incident antérieur ce soir-là. Plus tôt, quelqu'un dans une voiture avait tiré en l'air près de la fête, et les adolescents ont cru à tort que le véhicule de Kerisha était celui impliqué. Croyant qu'elle était liée à cet acte précédent, le groupe a ouvert le feu sur sa voiture. À ce moment-là, Kerisha n'avait aucune idée de la raison pour laquelle elle était visée. Alors que les coups de feu retentissaient, elle a tenté de fuir, mais les tirs ont atteint leur cible. Tragiquement, elle a été touchée à plusieurs reprises, et elle et sa fille Annette ont été tuées. Le corps de Kerisha a été retrouvé dans son véhicule par les policiers qui sont intervenus suite à des appels concernant les coups de feu. La violence insensée a mis fin à sa vie et à celle de sa fille Annette. Pour ceux qui la connaissaient, la perte a été dévastatrice. Kerisha était connue pour être une mère gentille et aimante. Elle avait 2 jeunes enfants qui allaient maintenant grandir sans leur mère. Son amie Diana Williams l'a décrite comme l'amie la plus loufoque, mais aussi comme quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour les autres. Elle vous aurait donné la chemise qu'elle avait sur le dos, soulignant l'esprit généreux de Kerisha. Les enquêteurs ont rapidement reconstitué la chaîne des événements. Les adolescents, tous armés, avaient ouvert le feu sur la voiture de Kerisha, croyant qu'elle appartenait à la personne impliquée dans les tirs précédents. Ils ont agi sans aucune preuve réelle ni réflexion. Des séquences vidéo de la scène ont montré les adolescents braquant leurs armes sur la voiture de Kerisha et tirant avant de s'enfuir. En quelques heures, la police a identifié les suspects, Marcus Porsche, Gregory Parker et Derek Curry, âgés de 19 ans. Tous les 3 ont été arrêtés et inculpé en lien avec la fusillade. Porsche, qui avait travaillé comme agent correctionnel au bureau du shérif de West Baton Rouge jusqu'en novembre 2022, a été licencié immédiatement après son arrestation. Selon un mandat d'arrêt, les 3 hommes ont admis avoir été armés pendant l'incident. Porsche avait même fourni les armes à Parker et Curry. Ils ont tous déclaré qu'ils pensaient que la voiture de Kerisha était la même que celle impliquée dans l'incident précédent. Mais ils avaient tort. Agissant par peur et confusion, ils ont ouvert le feu. Alors que Porsche fuyait les lieux, il a été blessé par un tireur inconnu. Bien que non mortel, ces blessures ont ajouté plus de chaos à une situation déjà tragique. Les 3 hommes ont été inculpés de meurtre au second degré et de féticide au premier degré, reflétant la gravité de leurs actes. Ils avaient non seulement ôté la vie à une femme innocente, mais aussi à son enfant à naître. Une perte que beaucoup ne pourraient jamais vraiment comprendre s'ils n'avaient pas vécu quelque chose de similaire. La mort de Kerisha a choqué la communauté de Baton Rouge, car elle s'inscrivait dans un schéma plus large d'événements violents à travers le pays. Beaucoup ont estimé que de jeunes vies étaient perdues à cause de simples malentendus, laissant des familles dévastées et des communautés brisées. Diana Williams a résumé le chagrin en disant « C'était juste insensé, c'était une personne innocente. » Ce sentiment était partagé par tous ceux qui connaissaient Kerisha. C'était une mère, une amie et un membre de la communauté aimée dont la vie a été prise à cause d'une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. Alors que le processus judiciaire se poursuit, la famille et les amis de Kerisha sont en deuil, pleurant la perte de quelqu'un décrit comme la personne la plus gentille et la plus douce que vous puissiez jamais rencontrer. Pour eux, il n'y a aucun moyen de comprendre comment un paisible week-end de Pâques a pu se transformer en un tel cauchemar. Cette tragédie souligne la rapidité avec laquelle une situation peut dégénérer en raison de la peur et des malentendus. Le résultat a été la perte d'une vie, une famille brisée et une communauté à jamais changée. La mémoire de Kerisha restera dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et son histoire sert de rappel des conséquences douloureuses de la violence et de l'erreur sur l'identité.